Cette année, la NBA a tourné une page. Plus de Kobe Bryant, plus de Tim Duncan, plus de Kevin Garnett et plus de Karim Abdul-Jabbar. Bon, ça fait un petit bout de temps, mais j'avais quand même envie de le dire. C'est un petit peu la fin d'une époque pour tous ces mecs qui ont connu la cassette VHS. Aujourd'hui, la Ligue appartient à d'autres, tout aussi forts, mais ça n'a pas la même saveur. LeBron James, depuis qu'il a gagné avec les Cavaliers, difficile de rentrer dans le King, même si en fin de match, c'est quand même mieux quand il fait des passes à Irving, et en plus, ça rime. Puis il y a Steph Curry, gendre idéal, mari parfait, mais ça manque quand même un petit peu de saveur. On a quand même l'impression de suivre 7 à la maison, ou quand on fume une mauvaise menthol dans le garage, il y a tout de suite une réunion de famille. Et puis il y a Kevin Durant, son coéquipier, qui joue les bad boys, mais qui signe quand même chez les Warriors cet été. Et Kevin, on a compris que tu étais un scoreur fragile et que dans tes écouteurs, il y avait des poétiques lovers. 200 épisodes plus tard, KD et LeBron n'ont pas passé le premier tour des playoffs et Steph Curry, quant à lui, n'en a même pas vu la couleur. 200 épisodes plus tard, c'est une nouvelle fois la fin d'une ère en NBA, mais c'est surtout le début d'une nouvelle pour la First Team. Merci à tous de nous suivre depuis si longtemps, chaque jeudi, pour le First Day Show. Let's celebrate! Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show et c'est la 200e, rien que ça. On rappelle que le premier First Day Show avait été mis en ligne un 1er décembre 2016 et on est ravis que vous nous suiviez depuis tout ce temps parce que vous l'avez vu dans l'édito, on a commencé et on part de très loin. On fêtera ça évidemment un jour, on fera une grande réception, on invitera le maximum de monde. Mais en attendant, on a du pain sur la planche puisque les playoffs en ce moment, ça tabasse. Vous en rêviez, vous l'imaginiez, vous vouliez le voir depuis très longtemps. Thomas Dufan et Kevin Séraphin dans ce tout petit canapé, eh ben les voilà. Eh ben ça rentre. Eh ben voilà ça. Alors pour le quiz, je sais pas comment on va faire, mais bon, Polo a un petit peu anticipé. Mais vous êtes bien là les garçons. Ouais, moi très bien. Tiens, pas dans ton micro, tu vois, t'étais Moi très bien, non mais c'est vrai. Kevin de la discipline. Très bien, non mais vous avez raison. J'ai mal commencé. T'es le seul mec avec ce physique sur qui je peux hausser la voix. Donc de la discipline s'il te plaît. On va prendre des nouvelles un peu. Comment ça va? Honnêtement, ça va très bien. Ta nouvelle carrière dans le bowling, qu'est-ce que ça raconte? Charlie Sheen. Est-ce que ça enchaîne les spares et les strikes? Mais tu sais que tu rigoles, mais il y a personne qui sait, tu sais que j'étais inscrit dans un club de bowling à Paris. C'est vrai? J'ai déjà fait une compétition et tout. J'ai fini Still 22e. T'es con. Bon, tout va bien? Oui, tout va bien. Honnêtement, ça va. On a vu que t'avais, nous on le savait, mais que tu t'es un petit peu investi dans un club du côté de Poissy. Parle-nous un petit peu de tes projets basket. Bah après si oui, du coup j'ai rejoint le club en tant que conseiller du président et bon là j'aide aussi, je vais aider dans le recrutement. Je suis vachement investi dans le club donc ça va. Et bon là on a un dernier match qui est demain vendredi et on verra si on peut faire les choses, mais je pense que j'ai confiance. Un 1 ou un 2 déjà, je ne sais plus. On en est une. Un 1. Mais là on est en poule basse donc du coup faut se maintenir. Demain il faut gagner le match. Donc je vais y aller, on va voir ce qui va se passer. Mais sinon à part ça tout va bien, le reste ça va bien, les restos ça va bien. Et puis moi, ça va bien. Mon fils, il va bien, ma famille, tout le monde. On est ravis, mon Kevin, on est ravis. C'est le principal. On rappelle que Poissy a été en Pro B. Moi, je les avais joués à l'époque en Pro B avec Brest. Ils étaient en Pro B pendant pas mal de temps. Qu'est-ce que je veux dire? On a des annonces à faire. Oh la vache! Parce que oui, on a un petit peu des annonces. Vous le savez, toutes nos émissions sont à retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Vous en avez l'habitude, mais on vous le répétera tout le temps parce que les chiffres augmentent et vous êtes ravis de pouvoir nous trouver qu'en audio, comme si on avait des sales gueules. Deuxième chose. Dimanche, une nouvelle interview. La semaine dernière, on a eu Bilal Koulibaly. Vous avez été ravis, on l'a été ravis. Cette fois-ci, c'est ça, Timothée Louaou Cabarot, qu'on a pu rencontrer il y a de ça quelques semaines quand on était allé à Lasvel. Et Timothée va nous parler de l'équipe de France et de son été. Et il espère évidemment retrouver les Bleus, lui qui était de la belle fête au JO en 2021. Ouais. À l'Euro, où ça s'était un petit peu mal passé, malgré la médaille d'argent. Il n'avait pas été à la Coupe du Monde et il a envie de retrouver l'équipe de France et il nous parle un petit peu de tout son chemin, de tout son parcours et de la manière dont il essaie de retrouver cette équipe de France. C'est très intéressant. On rentre dans pas mal de détails. C'était passionnant comme entretien. Ouais, comme toujours avec Timothée qui a plein de trucs à dire. C'est agréable de discuter avec lui de beaucoup de choses, de basket notamment. Et comme on sent qu'il lui aussi, il est à maturité. Et donc, son discours par rapport à tout son passage, à ses erreurs aussi, parfois des échecs, c'est des discours très intéressants à suivre. Thomas, comme certains chanteurs, on va faire du théâtre, nous aussi. On va aller dans un théâtre, ça va se passer le 5 juin. On va faire une émission en direct, en live. On va faire un podcast un petit peu spécial. Un podcast en public, pas en live, en public. Un peu à la hache.
Un peu là? À la hache, avec un public, avec du monde et tout. Ah, comme tu veux dire? Ouais, exactement. On sera à l'Apollo Théâtre le 5 juin, en soirée, devant donc un public pour enregistrer un podcast autour du basket. Je pense que ce sera autour des JO, hein, quelques semaines. Il y aura des invités. Peut-être que Kevin Serafin, si il est dispo, fera partie des invités. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Non, ça me va, je serai là. On en rediscutera un petit peu, on n'a pas encore pensé à la trame, mais en tout cas, oui, vous pouvez récupérer vos places via la billetterie. On vous a mis les liens en description et sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, pas de First Day Show au titre comme d'habitude, puisqu'on sera au Sénégal. Dès demain, on prend l'avion et on va assister pendant une semaine à la conférence du Sahara, c'est ça, à Dakar, à la BIL. Mais c'est quoi la BIL? Thomas, dis-nous tout, Thomas. Est-ce que tu sais ce que c'est la balle? Est-ce que je peux te corriger? C'est pas la balle. Oui, c'est vrai, Yann, excuse-moi, on parle bien de la BAL, la Basketball Africa League, une ligue créée par la NBA et la FIBA. Depuis 2021, ce rendez-vous type Ligue des champions africaine de basket permet aux plus grands talents du continent d'avoir un lien direct avec la NBA. On pense forcément à l'espoir du Sud-Soudan, Kaman Maluak, projeté à la draft 2025 et qui vient de s'engager avec l'université de Duke. Pour cette 4e édition, la compétition se déroule en 4 temps. C'est plutôt simple à comprendre puisqu'il y a 3 phases de qualification et une phase finale. D'abord, la conférence Kalahari qui s'est déroulée à Pretoria en Afrique du Sud. En mars, et devant près de 25 000 spectateurs sur plusieurs jours, 2 équipes se sont qualifiées pour les playoffs. Puis en avril, la conférence Nil du côté du Caire en Égypte. Il y a quelques jours, le champion 2023, l'équipe égyptienne Al Ahly, a remporté ses matchs, s'est qualifié et pourra donc défendre sa couronne. 3e étape en mai, la conférence Sahara à Dakar au Sénégal, où First Team est ravi de se rendre, pas pour jouer je te rassure, mais pour couvrir la compétition et pour te faire découvrir l'engouement sur place. Enfin, le meilleur moment fin juin à Kigali au Rwanda où les 8 meilleures équipes vont s'affronter pour aller chercher le grand titre. Au-delà du basket, la BAL a vocation à être un moteur économique, développer le meilleur sport sur le continent africain et aussi promouvoir l'égalité des genres. C'est tout ça que tu pourras suivre sur les ondes de First Team. Ça t'emballe, non? Pour ne rien rater de la BAL, ça se passe à la fois sur le site, donc bal.nba.com, et sur les différents réseaux sociaux The BAL. Voilà, tu sais tout. On se retrouve nous au Sénégal début mai. Bravo Thomas, comme tu le dis, ça va la balle. La bille. Est-ce que ça t'emballe? Elle est belle celle-là. Sinon Yann va nous engueuler. Emballer, c'est pesé. Yann Meini. Emballer, c'est pesé. Ouais, absolument. On part la semaine prochaine. Franchement, ça nous tenait à cœur depuis plusieurs années d'aller découvrir la BAL. Il y a rien de mieux que d'aller sur place. Pour certains dans l'équipe, ça va être aussi une découverte d'un pays, d'une culture, etc. Donc, moi, je suis ravi de pouvoir qu'on découvre encore une nouvelle compétition tous ensemble. On va remercier aussi Lilios Group qui nous permet aussi de faire ce voyage. Ils vont nous héberger et tout sur place, donc ça va être très très cool. On va découvrir donc la balle, enfin Erwan, enfin la BAL. Il y a Yann Maimi qui va nous accueillir, c'est sûr, comme il se doit pour nous faire découvrir un petit peu l'ambiance, etc. Franchement, ça va être trop bien. Ah ouais, de toute façon, entre l'expérience basket et la découverte d'un pays que moi personnellement je connais pas et c'est le lot de beaucoup dans l'équipe, franchement, on va encore vivre une magnifique aventure et suivez-nous évidemment, comme d'habitude, sur tous nos réseaux sociaux parce qu'on va envoyer beaucoup de trucs et on part avec Jérém qui nous fera certainement la petite série comme il aime bien faire dès qu'on part à l'étranger. Vous avez un jour une story. En Allez, gros, voilà, un jour une story. Ça peut être un concept d'émission. Le vrai concept de cette émission, c'est de parler NBA et c'est d'envoyer les news surtout. J'ai pas envoyé le sommaire, je vais me faire taper sur les doigts, mais vous le connaissez maintenant, les news, le sommaire, la palette, le quiz, vous n'allez pas me regarder. Hier soir, messieurs, voilà, hier soir, c'est ça qui est important. Hier soir, les Clippers recevaient les Mavs. Enfin, ils étaient censés recevoir les Mavs. Et du coup, ils se sont fait ouvrir. Ils se sont fait ouvrir par des Mavs inspirés. Les Clippers, pour le coup, sont passés à côté de leur match. Résultat, moins 30 à domicile. Un Luka Doncic, 2 galas avec 35 points, 10 passes. Malgré une petite maladresse en deuxième mi-temps, il les a complètement pliés lors notamment du troisième quart-temps. Un Luka, on le voit là, avec 35 points, 7 rebonds, 10 passes. C'est un vrai twist dans cette série. On n'imaginait pas... c'est pas qu'on n'imaginait pas Dallas gagner, Thomas, mais on n'imaginait pas un non-match complet comme ça. Ouais, c'est un peu l'histoire de cette série. Hein. On a vu 2 non-matchs des Mavs. C'est les 2 matchs, les 2 défaites de Dallas dans cette série où on était déçus par les ingrédients mis dans ces matchs-là. Bah là, c'est au tour des Clippers à domicile après avoir récupéré l'avantage psychologique et l'avantage du terrain sur le match 4 dans le Texas. Tu reviens à domicile devant ton public et tu offres ce visage terrible. Ils ont fait erreur en défense. Ils ont jamais trouvé de rythme en attaque, jamais trouvé d'adresse. Il y a des stats qui sortaient pendant le game. 1 sur 14 au tir, des trucs. Tyronn Lue, on a parlé après le match. James Harden, qui a été magnifique sur le match 4, est passé complètement à côté de sa rencontre. Il y a beaucoup de fautifs dans cette équipe. Voilà, ils sont menés 3-2, c'est pas terminé, mais il y a la déception pour nous, les observateurs, de voir que ces équipes-là sont capables de passer complètement à côté de leur game. Moi, je pense que c'est terminé. Ok, très bien. Je pense que c'est terminé.
Je pense qu'à Dallas, je pense qu'ils vont pas prendre le match à Dallas. Et tu vois, vraiment, je regardais le match, t'as un Luka qui contrôle tout le match. Mec, les pick and roll, il prend son temps, il fait ce qu'il veut, en fait. Il s'amuse, prend son petit shoot par-ci, par-là. T'as Kyrie de l'autre côté, tu vois. Et t'as vraiment, je me dis à un moment, je pense pas qu'ils vont vraiment prendre le match, parce que quand je regardais les Clippers jouer, même hier soir, je regardais le match, il y a pas vraiment d'attaque, même sur les systèmes. À un moment, il y a un système où tu vois, j'ai trouvé ça un peu bizarre, où bam, il drive et c'est Westbrook qui a la alley-oop. Mais genre, je trouve ça, et il se fait contrer plusieurs fois d'affilée, et je me dis, en fait, c'est pas leur système de jeu, et pas, il y a rien, en fait, pour l'instant. Il y a pas, je trouve pas qu'il y ait, maintenant, c'est une série, chaque match est différent. Il y a le prochain match, ils vont peut-être arriver et ils vont tous allumer dès le début, et ça va être, ils vont totalement changer la donne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu ce que j'ai vu hier soir, moi, je vois pas où ils vont prendre la confiance pour aller gagner le match. Moi, ce que j'ai envie de dire, et je te rejoins sur ce que tu dis, c'est-à-dire, peut-être que le prochain match, ils vont allumer, ça va tomber dedans. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les Clippers vivent et meurent avec le tir à 3 points. Ouais. Et ça m'embête. Et ça m'embête profondément quand ton meneur de jeu, c'est James Harden, quand t'as Paul George dans cette équipe-là, quand t'as Westbrook qui sort du banc. Alors oui, ils ont des mecs qui peuvent mettre dedans, mais aujourd'hui, limiter cette équipe à je mets dedans, tant mieux, je mets pas dedans, tant pis, ça m'embête. Il y a une stat, moi, hier, qui me saute aux yeux, et que j'ai d'ailleurs, qui est une constante sur tous ces matchs-là. C'est un mec qui fait 7 sur 8 au tir, qui chaque fois qu'il a la balle, il provoque des fautes, c'est Zubac. Et Zubac, hier, finalement, shoot que 8 fois, et il marque 7 fois. Et hier, je vois dans la sélection de tirs, sur la première mi-temps, il n'y a pas un tir propre. Tout est compliqué. Ouais. Alors, oui, à Dallas, c'est la première mi-temps qu'ils font, elle est fantastique, et c'est le basket qui nous régale, qu'on aime, des énormes step back, des tirs, des filoches qui tombent de l'au-delà, ça regarde le public, ça flex, superbe. Mais ça, on sait, et eux surtout, que ça ne peut pas durer, que dans le basket ça ne dure pas, ça. Non. Ça existe que dans Touquet, quand tu mets niveau rookie, ça n'existe pas. Non, clairement. Et hier, moi, j'ai été surpris par le basket brouillon qu'ont proposé les Clippers. Ouais, c'est décevant parce que on l'a dit ensemble plusieurs fois, on en a reparlé hier dans Clutch quand on faisait la prévue de ce match. On trouvait que Luka était embêté, enquiquiné, voire limité même par la défense de Terrence Mann et des Clippers. La grande bascule, on l'a vu dans les stats, c'est que Luka a fait un match comme on attend de lui sur chaque match. Donc il était malade, il a mal au genou. Il a mal au genou, il est malade, il fait un match de saison régulière. Il a été tout le temps dans son rythme, il avait tous ses spots de tir. Ils ont jamais réussi à le limiter un petit peu. Ouais, si tu limites pas Luka, franchement, t'as aucune chance au vu des forces en présence dans cette série. Les Clippers doivent avoir le premier et le deuxième meilleur joueur sur chaque match pour espérer gagner. Donc Paul George et James Harden, ce qui a été le cas finalement sur le match 4. Là, Luka était beaucoup trop fort, beaucoup trop au-dessus des meilleurs joueurs des Clippers. Franchement, parfois le basket, il se résume aussi à ça. Qui a les plus grands talents, qui fait le meilleur match. Quand je vois le match de Luka, j'étais sûr qu'ils allaient gagner. Tu vois, c'est tout bête parfois. Hein. C'est vrai. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, donc pour parler de James Harden, Russell Westbrook et Paul George, mais je vais surtout parler de Harden et Paul George, c'est que le plan défensif, ce qu'a fait le ciblage de Jason Kidd, crédit. PJ Washington sur James Harden, beaucoup dans le match. Un mec plus grand, Kevin, c'est un poste. Ça n'a pas marché sur la fin du match 4, disons-le. Hein. Alors, ça n'a pas marché sur la fin du poste 4, parce que je pense que là, ça a marché. Là, ça a marché parce que déjà, il l'a fait plus tôt et ça venait fermer un petit peu plus. Donc, et on a vu l'envergure de PJ Washington et John Jr. sur Paul George, pareil. Oh, magnifique. Et donc, et du coup, ils ont été très contrariés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dribblé, ils ont pris des tirs très compliqués. Donc là-dessus, le ciblage défensif des Mavs, beaucoup de crédit à Jason Kidd. Non, mais totalement. Et je suis d'accord avec toi. PG et Jones, même hier, je regarde l'action au moment où il le laisse passer. Je sais même pas comment il le contre. Sur le flotteur, il est derrière, il enlève la balle. Tu vois, en fait, vraie mission. Ouais. Ils rentrent dans leur tête et les mecs, ils étaient en mission. Et tu le vois, même sur le match avant où il tape la pause et il te montre en fait que les gars, ils sont là pour défendre aujourd'hui. Il y a Lucas, ça me rappelle un peu nous en équipe de France, tu vois, qu'on avait vraiment, moi, on allait et on savait que le but, c'était d'apporter notre aide à Tony, en fait, tu vois, et c'était vraiment... Hier, j'ai vraiment retrouvé cet esprit-là, tu vois, j'ai kiffé. Je trouvais des soldats autour d'un général. Exactement, tu vois. Et tu le vois tout le temps, ils tombent, bam, tout le monde vient, tout le monde est toujours autour de leur boss, techniquement, ils l'ont tous accepté. Et l'équipe, pour moi, elle va rouler comme ça, tu vois. Et pour les Clippers, je trouve ça vraiment dommage d'avoir autant de meneurs de jeu sur un terrain et de pas être capable d'organiser un système. Il y a des moments où je les vois et je me dis, mais il y a James Harden, ils ont Westbrook, ils ont 2 meneurs de jeu, parce que Harden, pendant longtemps, tout le monde... Bien sûr. Moi, je me suis battu avec tout le monde m'a dit, non, c'est un meneur. Bah, aujourd'hui, je l'accepte, mais aujourd'hui, il est pas... Là, il fait plus le meneur. Donc, tu vois, je trouve ça dommage, mais c'est vrai que je les vois pas passer. Hier, il y avait 2 MVP sur le terrain quand même. Alors, ils sont plus qu'ils étaient à l'époque où ils l'ont été, mais ça reste quand même des MVP. On voit le match de James Harden, il est terrible, 2 sur 12 au tir, 7 points, 7 passes.
Moins 25 de moins 25 de plus. avec l'absence de Kawhi, je pense qu'on attend évidemment plus de James Harden, surtout au vu du match 4. Et puis il y en a un qui traverse cette série comme un fantôme. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'il fait du mal à son équipe. C'est Russell Westbrook. Oui. Moi, vous savez, l'histoire des analyses entre Russell Westbrook et moi, elle est marrante. Des fois, elle est teintée d'un peu de, on va un peu loin, on grossit le trait. Mais là, sur cette série, moi, en fait, il me fait de la peine. Il est à l'envers complet dans le comportement avec le public. Ça le regarde. Il va s'empaler, tu l'as dit, Kevin, dans les défenses, se faire contrer. Aujourd'hui, il fait du mal à son équipe. On a du mal à imaginer que ce mec ait 15 ans d'expérience en NBA. Non mais tu vois, il y a des choix, des trucs. On loue toujours l'agressivité, le mental de Russell Westbrook et c'est normal. C'est vraiment le gars qui va continuer à être agressif, continuer à attaquer, continuer à être physique avec son adversaire et tout ça. Il y a pas de souci quand ça. C'est positif pour l'équipe. Mais là, c'est vrai que au vu de son adresse, il rate des lay-ups, il rate les tirs qu'il a mis toute sa vie avec la planche à 45, il les rate et des écarts de fou. Donc oui, en même temps, il est plutôt en fin de carrière, il y a pas de doute. Et dans ce rôle, dans cette hiérarchie un petit peu compliquée à trouver en sortie de banc, on aurait aimé qu'il soit plus efficace. Quand tu sors du banc, t'as besoin d'être très efficace parce que t'as moins de ballons pour rentrer dans ton match, c'est évident. Oui. Et ben là aujourd'hui, il est moins. Oui, il est clairement pas au niveau des playoffs NBA. Clairement. Kev, t'es surpris de voir Westbrook autant en difficulté comme ça Oui et non, parce qu'en fait, c'est un mec. Moi, j'ai toujours. Il cherchait ses stats, il faisait des triple doubles, il faisait des choses, mais ça a jamais été. Il a jamais été réputé pour être technique. Et je le vois sur le temps que les joueurs techniques. Les joueurs pas techniques commencent de plus en plus à disparaître, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le jeu a atteint un niveau... Ils vieillissent mal, en plus. Voilà, ça a atteint... C'est comme Blake Griffin qui prend sa retraite, ça me choque pas. Parce que je m'en doutais qu'à un moment, il peut plus sauter, il commence à truc. Il a des skills, il a des choses, mais c'est pas assez pour aujourd'hui continuer, tu vois. Donc aujourd'hui, quand je regarde Westbrook, je le vois, c'est pauvre techniquement. C'est très athlétique. Westbrook, c'est quelqu'un d'impressionnant. J'ai eu la chance de faire des pick-up avec lui. Je vous avais dit comment il avait dunké sur Sasha Vucevic. Comme si c'était un enfant de 5 ans, tu vois. Mais vraiment, faut se dire que je me rends compte qu'aujourd'hui, tous les joueurs en manque de technique, ça commence à se voir, ça commence... ça le rattrape, quoi. Ça rattrape, en fait. Et là, tu le vois, sur des finitions simples. Il y a des choses simples, il passe en dessous du panier, tu te dis qu'il va... ça sort. Et tous les trucs, en fait, je me dis, c'est un moment, ça va rattraper. Et il y a une nouvelle ère qui arrive, hein. De toute façon, on le voit, hein. Sur le premier tour, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de... C'est clairement la fin d'une ère, t'as raison. C'est clairement la fin d'une ère, donc là, ça va arriver. Et si les Clippers se font sortir, on accompagne cette idée de pas de KD, pas de LeBron, pas de Curry au deuxième tour, pas d'Harden, pas de Westbrook, pas de Kawhi, pas de Paul George, Un mot quand même sur Paul George, on l'a assez trop peu cité pour moi, par rapport à la prestation qu'il fait. On adore ce joueur, vraiment, je connais pas grand monde qui me dit j'aime pas Paul George. Par contre, tout ce on l'aime pour des raisons évidentes, et on lui reproche parfois des choses, c'est de disparaître. Hier, il disparaît, il shoot à peine 12 ou 13 fois dans le match, il met un petit 15 points. Il n'a pas été le leader. On attend autre chose de Paul George, mais on sait que c'est aussi là-dessus qui peut pas s'asseoir à la table des grands, quoi. Oui, c'est ça la différence des plus grands. Oui, c'est ça la différence entre les Hall of Famer, MVP, champions, donc Curry, LeBron, vous les connaissez tous. Et puis lui, c'est un top player, il y a rien à dire, mais il est juste en dessous. Il a jamais réussi à avoir de la continuité dans ses performances, que ce soit en saison régulière ou en playoff. Il a tous ces surnoms qui sont terribles, les playoff P, PayPal P et tout, qui sont archi durs vu la qualité du mec. Pipi aussi. Pipi moi dessus. Mais ouais, on en revient là et franchement, c'est un non-match collectif. Urologie aussi. Hein. On peut leur tirer tous dessus. Ils ont fait un tel non-match. Mais autant que les Mavs. Sauf que les Mavs, ils mènent 3-2 maintenant. Kevin, quand on regarde le match 4, qui mène de 30 points, que les Mavs reviennent, et qu'on se dit, ils vont encore se le perdre, les Clippers, avec Harden qui va pas assumer, Paul George qui va pas... Et finalement, ils gagnent avec un super Paul George qui met une énorme filoche importantissime, avec Harden qui clôture le match. On dit... J'avais envie de croire qu'ils avaient vaincu le signe indien. Ils viennent à domicile, ils ont l'occasion de mettre la pression sur les Mavs, et ils sortent ce match-là. On a l'impression qu'hier, il y a tout qui s'est additionné chez les Clippers. C'est dans leur lose. C'est leur meilleur joueur blessé, et les deux autres meilleurs joueurs qui en play-off n'assument pas leur rang. Tu sais que c'est leur meilleur joueur blessé, certes. Mais on a quand même 2 MVP sur le terrain. On a quand même Paul George qui joue à un niveau, tu vois, il joue à un niveau incroyable. Je me dis, certes, tu perds Kawhi, mais t'as quand même Harden qui... Les 2 matchs qu'ils ont gagnés, ils étaient pas là, Kawhi. Voilà, tu vois, je me dis, donc à un moment, c'est... Paul, je le regardais jouer hier, je me dis, mais c'est des petits trucs simples. Il y a des fois, par exemple, Zubac, il est ouvert, il pourrait lui passer, il va tenter, il va forcer un shoot. Et je me dis, c'est la différence vraiment quand je regarde avec Lucas, qui maîtrise tout son match et qui ne force rien du tout.
Lucas, franchement, il ne force rien du tout. Il arrive, il a son petit shoot, il le prend, il la passe. Il trouve quelqu'un, on lui repasse, il rejoue, il va son pick and roll, il fait son truc. Tu vois, mais je me dis à un moment, c'est vrai que des fois, il a tendance un peu à garder la balle et il va peut-être niquer un peu quelques possessions. Mais la plupart du temps, il prend la bonne décision. Et je regarde, pour moi, Paul, je me demandais qu'est-ce qui l'empêche de passer à ce niveau au-dessus. Tu vois, d'être capable de jouer au même niveau que les autres, en fait. Et je pense que c'est jouer plus simple, jouer plus correctement. Genre, vraiment, tu vois, et comme Zubac, hier, il était très bien. Genre, il est très bon. Il est bien trouvé en haut par Harden plusieurs fois. Tu vois, rien à dire. Il est toujours là, il est placé, les gars, ils drive, il est toujours dans la ligne de passe, il trouve les bons trucs. Et je trouve que hier, ils l'ont pas assez servi, alors qu'il aurait pu facilement mettre 25 hier. C'est le meilleur intérieur de la série, sans problème. Et il est pas à 25 points par match. C'est dommage pour lui. Daniel Gafford est encore dans le dur hier. Lively fait un bon passage, mais clairement le meilleur pivot. Et tactiquement, il y a un truc qui était intéressant. On a beaucoup parlé de Maxi Kleber dans le truc. Il a joué 4. Il a son coup de chaud où il met 3 points qui fait énormément de bien aux Mavs, mais Derek Lively est sur le terrain. Donc, il y a... Et PJ Washington, du coup, joue 3. Pas faute de l'avoir dit, voilà. C'est-à-dire de l'avoir dit. Tu veux pas qu'il joue, toi? Non, j'aime bien quand Maxi Kleber. Non, mais Maxi Kleber, s'il est au large à 3 points, qu'il met dedans, tu le sur le terrain. Par contre, quand il joue 5, ça me pose surtout dans les fins de match, ça m'avait posé un problème sur le match 4. En tout cas, Jason Kidd a visiblement entendu ce que tout le monde dit. Sûrement, et il a tenté des rotations un peu différentes. En tout cas, Dallas mène 3-2. La série, elle est clairement pas finie, tellement on voit que ça soit les Clippers ou même Dallas. N'oublie pas que Dallas, le premier match, ils sont minables. Que le match 4, leur premier mi-temps, elle est catastrophique. Donc, on sait très up and down des deux équipes. Est-ce qu'on va voir les Clippers être capables de réagir à Dallas? Kevin, toi, tu penses pas? Non, je pense pas. Moi, j'avais dit Mavs en 6, donc on se dirige là-dessus. Je pense que Dallas va verrouiller à domicile. Moi, j'avais dit les Mavs en 6, et quand je voyais la prestation à domicile se mettre comme ça dans des situations alors que finalement, tu avais presque pas fait le plus dur, mais tu t'étais mis à l'aise pour finalement te remettre dans la merde. Et tu te remets dans la merde en 24 minutes, quoi. En 2 quarts temps, t'es déjà dans la merde. Mais l'avantage, c'est que les Mavs, un match sur 2, ils sont nuls aussi. Aussi. Non, mais écoute, on verra bien. C'est l'histoire de la série. Match 6, donc dans la nuit de vendredi à 3h30 pour les couches tard. Sinon, on enlève le score et on regarde ça le matin. On enchaîne avec Boston-Miami. Beaucoup moins de suspense cette fois-ci. Miami n'avait pas les armes et Miami a explosé hier soir au TD Garden, 118-84. Il y avait déjà plus 18 à la fin du premier quart-temps. 3-29, la stat qui m'a sauté aux yeux pour le Heat à 3 points. Oui, c'est pas Noël tous les jours, Thomas. Ils ont marqué 23 points dans un match, ils ont marqué 23 points pour le reste des matchs d'après. Non, ce qu'on peut dire de cette série, c'est que il y a une équipe qui est clairement favori et qui a eu besoin pour rentrer dans ces playoffs de cette claque au deuxième match. Voilà la vision que j'ai sur ce Boston-Miami. C'est la meilleure chose qui ait pu arriver aux Celtics de perdre le deuxième match parce qu'ils se sont dit, les gars, on vaut beaucoup mieux que ça. Ok, ils sont capables, Miami, Laura, blablabla, mais on est largement meilleurs et on va leur montrer. Il y a Porzingis qui s'est blessé, c'est l'autre chose qui est intéressante dans la série, mais ils ont fait respecter leur rang. Les Celtics sont une meilleure équipe. Ils ont gagné 3 matchs d'affilée. Il y avait rien à dire et bravo à Derrick White qui est clairement un joueur magnifique. Petite piqûre de rappel, on va mettre 2 branlés à Miami et puis on finit à domicile. Les belles réactions des Celtics, Kevin. Très bonne réaction. En plus, hier, tu regardes un moment, ils ont décidé de pas double team. Je sais pas pourquoi ils voulaient plus double team. Les mecs, ils ont commencé à les sanctionner à l'intérieur. Et je me suis dit, franchement, ça joue vraiment bien, tu vois, à Boston. Et moi, je me dis, tu vois, ils ont peut-être perdu Porzingis, mais tant qu'ils perdent pas à Derrick White, moi, je pense que cette équipe, elle va très très loin. Il faudra tout le monde pour gagner. Il faudra tout le monde pour gagner. Non, mais je pense qu'il faudra tout le monde, mais même l'année dernière, il aide énormément. En fait. Oui. Et je me dis que c'est le facteur X. Il est là, en fait, il fait les choses. Maintenant, bien sûr que Tatum peut toujours nous sortir une performance, quelque chose d'incroyable. Mais je me dis que tant que lui, il est là, hier, il faisait tout. Le gars, il joue vraiment. Tu vois, je pense qu'il a pris son pic de confiance. Toute la saison, il est monté. Et aujourd'hui, on voit vraiment. Il est rassurant. Voilà, moi, ça me fait kiffer. Tu vois, je vois surtout que je le vois, il a vraiment. Il est chauve, il est. Et alors Ça me fait toujours rire. Michael Jordan, il n'a pas de cheveux. Ça me fait toujours rire. Ça arrive à des gens très bien d'être chauve. Non, mais ça me fait rire. Mais en fait, moi, je kiffe. Je me dis, mais tu vois, il est vrai. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de les regarder hier. Et tu vois, à la fin, bon, on est déjà dans le garbage time à la fin du troisième. Ouais, largement. Tu vois, on est arrivé très loin, mais en tout cas, hier, ils les ont bossé. C'est sûr que sa confiance est inversement proportionnelle à celle de Randall Colomwani. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Et son niveau de jeu aussi, d'ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Thomas, les Celtics, on va évidemment en parler de toute façon sur la suite des playoffs. Un petit mot quand même sur Miami. Blessure de Jimmy Butler qui évidemment fausse tout. Blessure de Terry Rozier aussi, on ne le dit pas assez, qui fausse pas mal les choses. On sait que c'est une équipe qui s'est travaillée, qui a l'un des meilleurs coachs en NBA actuellement, qui certainement fera partie des meilleurs coachs de l'histoire. Eric Spoelstra, ils nous régalent par leur match-up, par la manière cette manière de coacher si particulière. Maintenant, j'aimerais quand même bien que cette équipe-là arrive à réussir des étés, à faire des coups et à avoir une équipe qui
qui puisse comment le dire, Bien réussir une saison régulière. voilà, qui puisse bien réussir une saison et éviter d'avoir Milwaukee au premier tour l'année dernière, Boston cette année. Bien sûr, t'as raison. L'enjeu pour Miami, autant que les Lakers, c'est d'arriver à construire une équipe où les gars vont pouvoir performer et être 4, 5, 6, allez, objectif avantage du terrain et pourquoi pas être 5e ou 6e, où tu t'arranges quand même une facilité sans passer par le play-in. Clairement, t'as raison. Faire le bon trade, il y a beaucoup de gens qui sont sur le marché. T'as quand même de la valeur dans cet effectif. Jimmy Butler est vieillissant, sans dire qu'ils vont le virer, mais il faut réfléchir un petit peu différemment parce qu'on connaît maintenant la valeur. Ça reste attractif. Tout le monde veut vivre à Miami. Tout le monde veut vivre à Miami. Au-delà du basket, Kevin, Miami. Bah oui, la Night Parle-nous de Miami, Kevin. Miami. C'est une bonne ville. C'est La Miami. Night Bonne qualité de vie à Miami, Kevin. Très bonne qualité. Très bonne qualité. Donald Trump qui a une belle maison On là-bas. rappelle que t'avais un appartement là-bas. Oui. Je me suis viré pour le Covid, donc c'est pour ça que j'ai changé de forme, en tout cas, oui. Et pour Miami, un dernier truc que je voulais dire, c'est que, encore une fois, parler avec les Lakers. Ils vont devoir, à un moment donné, faire un choix. Austin Reeves, Tyler Hero. Pas le même niveau de joueur, mais il s'est fait cibler hier soir sur un truc, la base du basket, que je comprends jamais d'ailleurs à très haut niveau, pourquoi on le fait pas plus. Lorsqu'il y a un déficit sur un mec, là, il y a un gars à cibler, pourquoi on fait pas du post-up, du post-up, du post-up? Hier, les Celtics ont démonté Tyler Hero sur poste bas Jaylen Brown, poste bas. Ah, vous n'avez pas aidé? Il va marquer, il va provoquer des fautes. Parfois, le basket, c'est aussi ça. Kevin Serafin est venu jouer avec nous à la Hoops Factory. Qu'est-ce qu'il a fait? Au début, il arrive en retard, comme toujours, puis ensuite, il s'est un peu échauffé, il a voulu tirer Après, externe. il dribble dans le dos, il shoot externe. Attends. Sans le retard, je ne suis pas Kevin Serafin, les gars. Je vous le dis tout de suite, je vous le dis, sachez-le. Le gars, il arrive, il joue un petit peu, il shoot et il comprend que bon, bah, il y a des joueurs de basket en face, on mène 2-0 ou 3-1 dans nos séries. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de shooter, il a pris la balle, post-up, bam, et là, bah, nous, on était là comme des enfants. C'est ça, la nature du basket. Je m'en souviens très bien. Bah ouais, moi aussi. Je m'en souviens très un bien. bon basket, mais j'ai encore des bleus. Donc, voilà, pourquoi ils le font pas un peu plus? Sanctionner les déficits physiques des mecs adverses sur du foutu post-up à l'ancienne. Tu peux rien faire quand tu domines comme ça. En tout cas, ça va être très intéressant de voir ce que va faire le Heat cet été et comment ils vont un petit peu repenser leur projet. Eric Spoelstra sera toujours là. Il y a toujours cette manière de travailler. Je peux vous poser une question? Je t'en prie. Comment ça se fait qu'un gars comme Delon Wright trouve toujours? Comment ça se fait que je le retrouve à jouer en playoff? Il a de l'expérience, il a c'est un bon petit joueur de basket, je sais pas. C'est un joueur de rotation, quoi. Est-ce que c'est une question rhétorique à laquelle il était à Toronto. T'as la réponse. Il est allé à Dallas. On est d'accord? Oui. De Dallas, il est parti à Washington, c'est ça? Ça va être ça. C'est ça, et là, il se retrouve à Miami. Ouais. J'ai toujours trouvé rincé dans les 4. Non, mais je me demande, par exemple, je regarde hier et il joue énormément, tu vois. Après, il y a beaucoup de blessés. Il y a des blessés, certes, mais j'essaie à chaque fois, j'essaie de le motiver. Je me dis, allez, fais un truc de bon. Il se fait contrer. Fais un truc de bon, mauvaise passe. Je me dis vraiment, qu'est-ce qui... Mais tu sais, il y a des mecs comme ça, ils passent leur vie à trouver du taf, hein. Bah oui, c'est fou. Tu sais, quand t'as le tampon estampillé NBA, qui est un joueur qui fait pas de vagues, qui quand même peut monter la balle. Posé. Voilà, qui est posé, bon, tu trouveras toujours du taf. Bon, oui, ça, bon, ça, je suis d'accord. C'est comme ça que j'explique. Hier, je regardais comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des blessés. Mais je me dis, putain, il se retrouve toujours dans un bon... T'as eu affaire à lui pendant les étés? T'as joué avec lui? Non, pas du tout. On se connaît pas plus que ça, mais en fait, c'est vraiment... trouve nul, quoi. Hier, je le regardais vraiment et j'ai fait une fixette sur lui. Voilà, tu vois ce que je dis, tu le trouves nul. Regarde. J'ai comme ça, tu vois, mais Ça me fait ça avec Fabien Ruiz aussi. Mais voilà, et je me dis, tu vois, est-ce que là, NBA, un moment, un peu le... Parce que moi, je me rappelle à mon époque, les gars, Il a eu un bon début de carrière quand même. Oui, non, mais il aurait pas joué, en tout cas, à Washington, il aurait pas joué. Nous, notre meneur, c'était un All-Star, et je me dis, à un moment, il se retrouve toujours dans un bon petit contexte. C'est un backup, moyen, voire un troisième meneur, voilà. Mais c'est pas l'attendre plus. Il y a des milliers de joueurs américains comme lui, ça, c'est sûr. Bon, ce qui est sûr, c'est que Boston file en demi-finale de conf, où ils vont retrouver le vainqueur d'Orlando, Cleveland 3-2. On a enfin eu un match serré. Et quel match! On s'est régalé dans ce match 5. Regardez, parce qu'on a vu 4 premiers blow-out. Et puis ce match 5, 100 victoires, 104-103 de Cleveland à domicile. Ils ont eu chaud aux fesses, hein, les Cavs. Et notamment ce contre d'Evan Mobley. Magnifique, hein. Ouais, incroyable sur Franz Wagner. Bon, là, c'est vraiment la série où les équipes sont proches et vaut mieux jouer à domicile puisque pour l'instant, l'avantage du terrain était parfaitement respecté par les deux équipes. T'as raison, ce match 5, enfin, on a un bête de game qui est très serré, avec des équipes qui arrivent avec le meilleur visage possible, disons-le, avec un money time de très très haut niveau, avec des choix défensifs énormes. Evan Mobley, franchement, il fait une saison un peu moribonde par rapport au potentiel extraordinaire qu'il a aux attentes, t'as raison. Mais c'est dans ces moments-là où tu te révèles aussi. Jarrett Allen a mal partout, on peut comprendre, mais là, le mal aux côtes, hein. Il est day-to-day, il a mal aux côtes. Compliqué pour un grand de jouer alors qu'il te manque une côte. Surtout contre Orlando, qui envoie du pâté, mon pauvre. Mais dans ce match, il y a un gars, alors il perd, hein, mais Paolo Banchero, il fait un match. Tu sais que il a fait des trucs dans ce game, dans ma tête,
il pète un plafond. Je l'imaginais pas être aussi fort sur des trucs externes, Kenry, step back, tir. Il met 39, mais tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il a tout. Pour moi, c'est un gars costaud. Plus là, il a fait des trucs extraordinaires. Je pense qu'il a tout dans son game. Moi, vraiment, hein, c'est un joueur. Je pense qu'il est passé. Tous leurs numéros 1 récemment à Orlando sont passés un peu en dessous des radars. Mais je trouve vraiment qu'il a un truc de spécial. Tu vois, il a le petit côté. Bon, il est pas vraiment européen parce il est beaucoup resté aux États-Unis. Mais il a ce petit côté-là, et après, oui, sur son jeu, tu vois, même à un moment, Tomar, mais c'est tête à l'anneau tout le temps. C'est tu vois, et quand tu le regardes jouer, en plus, ça a l'air d'être un leader. Les gars ont l'air de le suivre, les gars ont l'air de... Bonne attitude. Bonne attitude, tu vois. Donc, quand je regarde, c'est plaisant à regarder, tu vois. Maintenant, c'est vrai que leur match-up c'est pas le plus ouf, tu vois, Cleveland-Orlando, mais en tout cas, oui, quand je regarde, surtout lui, je me dis, mais... Oui, il y a quelque chose, il y a un joueur là, tu vois. Ouais, clairement. Et le match qu'il fait, ça m'a fait penser au match qu'il avait fait en saison régulière où il y avait eu 2 prolongations contre les Kings. Ouais. Il avait été monstrueux avec des énormes tirs. Il avait encore perdu, malheureusement. Après, c'est un jeune joueur. Moi, je crois beaucoup en lui. Il a tout au magasin. On se souvient que quand il est drafté, Paulo Banchero, c'est un all-around un peu. Ouais. Et qu'il est capable. On imagine un poste 4 un poste 4, un peu all-around. Et en fait, il garde ce côté-là parce qu'il est fort dans le dribble, fort dans la passe et dans les lectures. Mais je trouve qu'il progresse de plus en plus comme un mec qui va devenir un top scorer. Là, franchement, il met des tirs parfois, des trucs de mecs de 20... C'est Paul George, tu vois ce que je veux dire, dans des trucs... Il est grand. Il m'a surpris par la qualité moi, je pense qu'en fait, il est juste sur le chemin de là où il doit aller, c'est très haut. Non, mais bien sûr, mais c'est juste que tu imagines, t'arrives, tu regardes des matchs, tu le vois faire ici ou là, avoir des flashs, les fameux. Là, je l'ai vu faire un match de A à Z, des ISO dans le money time, où ça défend fort et machin, où franchement, il fait des trucs de ouf. C'est juste ça. Après, voilà, t'as raison, il perd, hein. Il perd encore une fois. Il y a autre chose avec Orlando, ils perdent, ils sont menés 3-2. Moi, je vois Orlando, au fil des matchs, progresser. J'ai vu quand même les 2 premiers matchs à Cleveland où ils passent complètement au travers. Vraiment, ils sont méconnaissables. Catastrophe. Derrière, ils font 2 matchs très solides à domicile. Et là, ils vont faire un gros match à Cleveland. Ça se joue sur la fin. Moi, je les vois passer à Orlando. Je les vois passer en 7 et aller gagner à Cleveland. Si Jarrett Allen ne revient pas, ce qui semble être compliqué à voir. Mais je vois Orlando, petit à petit, prendre la mesure de cette équipe de Cleveland. Donc je les vois passer en 7. Moi je dis 7, il faut bien qu'il y ait un match du coup, 7. s'ils passent, c'est en 7. Hein. Oui. Ah. Moi je dis quand même, là, je pense que toutes les 2 équipes vont gagner leur match à domicile jusqu'au bout. Et que pour le coup, Cleveland 4e avec on espère, Donovan Mitchell qui va faire un énorme match 7. C'est lui qui a le plus d'expérience dans tout ça. Ouais, j'imagine quand même les Cavs passer. Darius Garland est un peu dans le dur aussi. Ouais, je pense que Cleveland passe. Cleveland passe pour toi, Thomas? Ouais, moi aussi en 7. Cleveland en 7. Et donc moi je vois Orlando faire un petit coup à l'extérieur, ce qui serait énorme. Hein. Voilà, dans la construction d'une équipe, tu passes un tour de playoff, match 7 à l'extérieur. Ça marche pour les deux pour le coup, ça, hein, dans leur construction. Ils sont un peu plus en avance que Cleveland, mais oui, mais ça leur ferait du bien. L'année dernière, c'est vrai que l'année dernière, ils ont eu du mal, hein. Waouh. Exactement. On va suivre ça. Le match 6, c'est dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du mat. Ça se fait. Ça se fait. Dernière news, on va parler des Lakers. Eux, pour le coup, il n'y a pas de match à suivre puisqu'ils sont déjà éliminés. Que vont faire les Lakers cet été? Pour Thomas, c'est d'aller choper une troisième arme, un troisième gros joueur. Il nous a expliqué ça hier dans Clutch. Ils ont le droit aussi de bien bosser. Ils ont le droit aussi de faire le choix de prolonger au max. Et c'est peut-être ça le problème à LeBron. Il aurait peut-être pu dire, bon, je prends un peu moins. C'est pas comme ça. Mais voilà, ça aurait été ça aussi la suite logique pour LeBron de baisser en salaire pour aller chercher un titre coûte que coûte et donner une place à un troisième joueur hyper fort. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire autant tout ce qu'on veut. Les Lakers ont le droit de bien bosser cet été, de bien reconstruire leur effectif et d'aller chercher un troisième mec très très fort. Ouais. Je dis pas Austin Reeves, D'Angelo Russell et tout. Un gars top niveau, multiple star, qui a déjà fait ses preuves ici ou là et qui soit complémentaire. T'es plutôt comme moi, t'as tendance à croire qu'avec ces deux-là, avec LeBron et AD, on peut encore viser le titre avec Mais par contre, il va falloir que le troisième mec, ce soit Paul George, ce soit Donovan Mitchell. On parle vraiment du top niveau. Moi, si ces mecs... Et si vous voulez entendre parler des Lakers, on en a parlé longuement hier dans Clutch, on en a parlé aussi dans Undrafted, l'épisode 17 hier soir, donc sur le NBA Europe. Kevin, toi pour le coup, on t'a assez peu entendu sur les Lakers. Donne-nous un petit peu ton avis sur ce duo qui fait tant parler côté Lakers, Anthony Davis, LeBron James. Et moi, comme je te disais, bon, LeBron, il n'y a pas de doute. Moi, je vais pas devenir un rageux non, pas ça. Mais en tout cas, je me dis juste que aujourd'hui, ils vivent sur leur nom. Parce que même, tu vois, l'année dernière, la déclat d'Anthony Davis qui te dit « Ouais, on a eu des conversations, on a discuté, quand on veut les rejouer. » Vous les avez rejoués, ça s'est passé pareil. À un moment, ils vivent sur leur nom et ils parlent. C'est comme moi, pour les jeux, on va pas ouvrir la fenêtre, mais pour les jeux, ça va pas être, je pense pas que les Kenry, ça va être aussi facile qu'ils le pensent. Tu vas revenir, on va se faire une vraie preview des JO avec toi. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Ils vivent sur leur nom, ils font beaucoup d'éclats, beaucoup de choses, les résultats, ils suivent pas. On le voit, hein,
Bah là, voilà, ils sont sortis, ça fait 2 années de suite, par la même équipe. Donc à un L'année moment... dernière, c'est en finale de conf face au premier tour. Oui, voilà. Donc ils régressent là, finalement. Voilà, et donc... S'ils avaient affronté au premier tour, ce serait au premier tour. Ouais, donc à un moment, je me dis, bah, c'est à eux d'aller chercher clairement l'idée d'avoir une 3e star ou même à un moment de faire un move. Hein. Je sais pas sur lequel... tu vois, Anthony Davis, je sais pas à quel point il est fiable en fait aujourd'hui en tant que star dans cette équipe. Est-ce que cette année, Anthony Davis, sur la fiabilité avec le nombre de matchs qu'il jouait et les prestations qu'il fait, il a pas quand même rassuré au moins sur ce Il a point-là? rassuré, mais on a toujours la crainte que il marche sur une brindille et qu'il se fasse une entorse. Après, ce qui est terrible, c'est À un moment, il a croisé Michael Porter Jr. Tu sais que c'est Kenyon Martin qui l'a détruit. Alors, dans le podcast de Gilbert Arenas, où des fois ils disent vraiment un petit peu des folies, mais là, Kenyon Martin, à leur manière très ghetto, il dit mais comment tu peux te rouler par terre devant tes coéquipiers sur un match de playoff où ta saison est on the line parce qu'un mec, Michael Porter Jr. te rentre dedans. Ça, c'est quand même un peu un mystère. Bon, écoute, on va suivre en tout cas ce qu'on va faire les Lakers cet été, ça va être passionnant. Et puis l'année prochaine, voir si LeBron joue avec son fils, joue encore avec Anthony Davis. Si Darvin Ham est toujours là. Si Darvin Ham est toujours là, ça m'étonnerait. Darvin Ham a quand même dit un truc sur D'Angelo Russell qui est terrible. On va pas le redire là, mais n'hésitez pas à aller voir nos réseaux parce que c'est incroyable. Ça fait caca dessus. De toute façon, ça devient Hollywood là-bas. C'est Hollywood. C'est Hollywood. Pour le Jam 3, c'est en route. Bon, c'est fini pour les Lakers cette saison. On va plutôt parler d'autres pour qui la saison continue. Et les playoffs continuent. C'est les Minnesota Timberwolves et les Denver Nuggets. Et en plus, ils vont se croiser en demi-finale. Mais quelle demi-finale de conférence ça va être, mes amis? Ça commence samedi à 22h avec une heure parfaite pour nous. Les Timberwolves vont se déplacer chez les Nuggets pour certainement l'une des demi-finales les plus explosives. En tout cas, une qu'on a vraiment envie d'atteindre parce que d'un côté, les Wolves nous ont régalé à sweeper les Suns avec un Anthony Edwards exceptionnel. D'ailleurs, on va se demander qui est là pour l'arrêter. Et de l'autre côté, les champions de titre, ont quasi balayé les Lakers 4-1. Vous voyez les confrontations entre les deux équipes cette saison. Il y a un champion en titre, il y a une équipe kind of surprise cette saison. Thomas, c'est plus ouvert que ce qu'on peut imaginer cette série? Ouais, c'est ouvert, c'est assez ouvert au vu du niveau affiché par les deux équipes au premier tour. On a vu deux équipes qui ont roulé l'une et l'autre sur leurs adversaires. Alors bien sûr, c'était plus disputé dans le contenu pour les Denver Nuggets, mais en fait, il y a le champion en titre dont on est sûr du niveau. Et puis une équipe qui est clairement underdog, ils portent bien leur nom, donc les Wolves, et qui ont une espèce de dalle, mais affichée, assumée, de malade. Ils ont absolument tous les atouts pour embêter cette équipe de Denver. C'est ça qui rend cette confrontation hyper excitante. Je vous raconterai un petit peu tout à l'heure parce que je suis allé revoir le dernier match à la fin de saison entre les deux équipes qui s'était fini dans un run exceptionnel. Qui luttait pour la première place. Tout à fait, donc c'était un vrai match de basket. Il n'y avait pas Karl Anthony Towns qui n'était pas revenu, mais déjà, ça donnait déjà quelques indices tactiques et dans l'intensité sur ce qu'on pourrait avoir dans cette demi-finale de conf. Kevin, un mot toi sur Minnesota? Sur Minnesota, bah déjà, si on parle de Hans, c'est incroyable. Genre, c'est vraiment un joueur là. Je me dis, mais bon, il y a plus Wemby, il joue plus parce qu'il est pas en playoff, mais je regarde là, il a pris la relève en fait. Il est incroyable. Tu te lèves pour regarder Anthony Edwards, quoi. Franchement, non. Oui, j'aurais pas pensé te dire ça, mais honnêtement, aujourd'hui, Minnesota, c'est une équipe clairement que je regarde. Et il joue un très bon niveau, surtout lui. Rudy qui est très très bien. Donc surtout pour Rudy, moi ça me fait plaisir de le voir à ce niveau-là parce que je pense qu'à un moment, il s'est fait cracher. J'ai vu que Damon Green est revenu sur une déclat pour lui envoyer des fleurs. C'est qu'il joue vraiment à un bon niveau. Donc tu vois. On va revenir sur Rudy Gobert tout à l'heure parce qu'évidemment son duel avec Jokic va nous faire parler. La question de ce débat, c'est qui peut arrêter Anthony Edwards aujourd'hui? Et si on se calque notamment sur la confrontation directe avec les Nuggets, pour toi, Kevin, quel serait le plan des Nuggets pour stopper Anthony Edwards? Je pense qu'ils vont réussir à le stopper. Je pense avec un Murray, je pense qu'ils vont prendre le match-up. Je pense qu'ils vont actuellement réussir à le stopper. Les Nuggets, en fait, je pense que c'est une équipe qui va, dans les années, moi, je pense qu'on va avoir un match-up Mavs-Denver. Et ça va être ça pendant un petit moment. Okay. Et en fait, parce que les deux, là, ils sont d'une branche particulière, Jokic et Doncic. Et Anthony Edwards n'est pas dans cette branche d'après. Il n'est pas dans cette branche. Okay. C'est différent. Oui, non, mais c'est une question. Ces trucs. Les gars, ils jouent au basket, ça sent le basket. Honnêtement, c'est incroyable parce que c'est inarrêtable. Jokic, il n'y a pas moyen aujourd'hui de stopper le mec. Moi, je le regarde, même son shoot en dessous de sa tête, il n'y a pas moyen de le stopper, en fait. Et je me dis qu'ils vont réussir à faire le challenge. C'est une équipe qui joue très bien ensemble. T'as des mecs, quand tu regardes l'équipe des Denver, t'as plein de mecs qui vont au charbon, qui se battent, Et en fait, quand je regarde l'équipe, je me dis, c'est impossible. Moi, je les vois pas perdre
contre Minnesota. Maintenant, Anthony ce qu'il fait, ça reste incroyable, ça reste jordanesque. Il fait des choses, il met des shoots, des tomards. Franchement, Phoenix, il leur a fait mal. Il leur a juste fait mal. Mais je pense que Denver, ça reste quand même des champions en titre. Tom, comment tu vois le plan des Nuggets autour d'Anthony Edwards? Alors déjà, absolument ne pas faire ce qu'ont fait les Suns, hein, se faire démolir et lui laisser dans tous ces espaces de shoot. Non, ils ont l'homme parfait pour défendre sur lui. C'est évidemment, quand on a vu Caldwell Pope qui, de par son profil déjà, sa taille, son envergure, sa ténacité, il a vraiment ce truc d'être à la fois dur, d'être rapide. Surtout, il connaît le métier. C'est ça le gros atout de KCP, c'est qu'il est donc 2 fois champion. On le sait, les Lakers et les Nuggets, et que c'est un homme de défi. C'est vraiment leur mec de base pour défendre sur les meilleurs arrières adverses. Donc, ils ont la première lame. On sait tous que pour défendre sur les mecs super forts, ça se passe toujours collectivement. Donc, la question que je me pose, c'est comment ils vont arriver à s'adapter sur Anthony Edwards une fois qu'Anthony Edwards sera passé. Il y a du Aaron Gordon, il y a du Nikola Jokic qui est très intelligent défensivement, qui est pas le meilleur par contre pour venir en dissuasion. Donc, défensivement, il y a clairement une action collective qui va falloir actionner. Je me pose la question vraiment d'Anthony Edwards. Il a dominé dans un match-up où il était très dominant très rapidement, où il avait tout pour lui. Là, ça va être très différent parce qu'il va falloir qu'il défende et il y aura des fins de match. Donc le niveau s'élève naturellement. Est-ce qu'il a déjà en lui ce qu'il faut pour faire gagner son équipe 4 fois dans une série dans des money time? Ouais, c'est la grande question que je me pose. En tout cas, il dégage une confiance. Bien sûr. On a envie de dire oui, mais c'est vrai que là, pour le coup, tu joues plus Phoenix, qui était une équipe mal montée ou qui jouait pas très bien ensemble. Là, tu joues le champion de titre où quelque part, Clairement. les réponses individuelles et collectives vont être tout autres que sur le premier tour. Moi, je pense qu'ils vont stopper. Je pense qu'ils vont stopper. Ils vont le tout limiter, autour. tu veux dire? Ah, ils vont le laisser scorer, ils vont... Lui, il limiter va autour? jouer. Je pense qu'ils vont essayer de le limiter un maximum, mais ils vont vraiment... Moi, je me serais concentré. Parce qu'en fait, quand tu as des mecs à ce niveau-là, quand tu joues des mecs aussi forts, surtout en plus avec le boost de confiance, genre, ça sert à rien. Il va trouver, il aura l'école. Il y a les arbitres, il y a plein d'éléments dans le match qui vont changer la donne, en fait. Mais je pense que si tu limites tous ses coéquipiers, Rudy, t'arrives à le limiter, t'arrives à limiter tout le monde, je pense que tu prends ce match. C'est intéressant toi aussi de tirer là-dedans. Focus sur Anthony Edwards ou focus sur il fera sa tambouille et par contre les autres on les coupe. C'est intéressant. Moi, je suis plutôt team Kevin là-dessus. J'irai pas sur. Vas-y, Anthony Edwards, faut qu'on le limite autour des 20 points. Ouais. Pour moi, si tu peux, tu le fais. Hein. Non, mais si tu peux, Oui, pour moi, pour moi, tu lui attaches à un défenseur, tu le mets dans un duel avec KCP, évidemment. Voilà. Tu t'essaies de switcher un petit peu. Tu peux aller Christian Brown qui est sous-dimensionné physiquement, mais qui peut l'embêter. Pourquoi pas un peu d'Aaron Gordon pour lui mettre un mec. Il y a d'autres mecs à tenir. Voilà, il y a d'autres mecs à tenir. En tout cas, moi j'aime le côté. Je te mets KCP sur le rap, il va pas te lâcher, mais fais ce que tu as à faire. Et par contre, c'est Derek qu'il va falloir limiter. Moi, quand je le vois, sa fin de saison, quand je le vois en playoff face aux Suns, ce qu'il dégage, comment il regarde KD dans les yeux, comment il prend le contrôle des choses, se focaliser que sur lui, pour moi, ça serait une erreur. Maintenant, je suis très curieux de voir sur le premier match. Il y a un autre duel qui va être évidemment intéressant. Il nous concerne à nous parce qu'on est français. C'est Rudy Gobert face à Nikola Jokic. Et Rudy va certainement être élu meilleur défenseur de l'année. Mais regardez, depuis 2020, les confrontations entre Rudy Gobert et Nikola Jokic, elles sont largement... Ça, c'est au premier tour, ça. C'est au premier tour, ça? C'est au premier tour dans les 5 matchs de Denver. De manière générale, quand Rudy rencontre Nikola Jokic, Rudy est en difficulté. C'est fou. Oui, je crois qu'il a un autre tableau, Tom. Il va nous montrer ça en confrontation directe. Mais en même temps, pour Rudy Gobert, il n'y a rien de pire que de jouer contre un mec comme Nikola Jokic. Alors, ça marche pour tous les intérieurs du monde, hein, je vous rassure. Mais Nikola Jokic a quand même cette faculté extraordinaire à être indéfendable par son adresse à 3 points. Il joue, comme un intérieur, on l'a vu contre les Lakers, les punir sur des hooks, sur du poste bas, dur, au mal, les rebonds offensifs, donc comme un pivot normal, entre guillemets. Mais son adresse et sa faculté à terminer sur pick and pop fait que Rudy, il peut pas défendre sur à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. Donc, je suis pas sûr qu'il y aura un duel pendant 48 minutes. Je crois vraiment qu'ils vont être assez intelligents pour bouger ici ou là, des deux côtés d'ailleurs. Hein. Tu vois, parfois, Aaron Gordon va défendre sur Rudy. Parfois, on peut imaginer pourquoi pas McDaniel, soyons fous, défendre sur Jokic, enfin, on peut imaginer plein de trucs avec en passant devant, en petit, un peu le gênant. Et en mettant Rudy du coup en aide. C'est comme ça que tu défends le mieux possible sur Nikola Jokic. Ce qu'avait fait un petit peu les Lakers l'année dernière avec Anthony Davis. Ou Rui Hachimura cette année. C'est arrivé. Il y a un truc qui m'intéresse. Tom, pardon, tu peux me renvoyer le tab de Jokic contre Gobert depuis 2020. Je te l'ai envoyé un petit peu avant, mais c'est quand même intéressant. Ça, c'est les stats de Jokic. Elles sont évidemment fantastiques. Mais mine de rien, ça reste aussi un
un avantage psychologique terrible pour le Serbe par rapport à Rudy. Mais Rudy, on imagine qu'il va vouloir relever le challenge. Il est en pleine confiance. Il sort pour moi de sa meilleure série de playoffs depuis qu'il est en NBA, avec une équipe qui lui fait confiance, qui arrive à s'en servir de la bonne manière. Moi, j'ai envie de voir comment Rudy va relever le challenge du double MVP. Ouais, tu sais que moi, j'ai envie de te dire déjà que c'est pas... Pour moi, il n'y a même pas match-up vraiment, parce que il y a un qui est dans la course de meilleur défenseur, il y a l'autre qui est dans la course de meilleur attaquant de la ligue et je me dis, il n'y a pas vraiment de challenge. C'est toujours relou parce que parfois je regarde Rudy, c'est pas vraiment ses qualités de marquer. Rudy va pas nous mettre 40 points demain. Genre... C'est pas ce qu'on attend de lui. Hein. Non, mais totalement, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a toujours le match-up où c'est un peu injuste pour lui parce que c'est pas techniquement là où il est le plus fort, mais c'est toujours là où on les juge un peu, où on te dit, bah, on regarde les stats. Et c'est vrai que, bah, je pense que ce match-up, il n'y a pas vraiment, parce que Jokic, ça reste quand même un expert. Genre, Rudy, il défend, il fait de très bonnes choses, mais on parle encore d'une attaque qui est encore lunaire. On parle d'une attaque que pas beaucoup de monde a encore déjà compris comment la stopper, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que ça va être un match-up pour lui. Mais moi, j'ai envie de juste remettre les choses. Je trouve pas ça juste pour lui de dire, parce qu'en vérité, lui, on va l'attendre sur la défense. Il va faire autre chose. Il va apporter des pick and roll. Et on l'attend sur un rôle qui est totalement différent de Jokic qui, lui, demain, on le passe patron de l'équipe. Voilà, on lui donne la balle pour monter la balle. Ouais, on peut comparer ça avec un péno, tu vois, c'est un gardien contre un attaquant. Tu vois, on se pose toujours la question, quand il y a un défenseur ou un gardien face à un attaquant qui tire son péno, ou un joueur qui tire son péno, et en basket, un défenseur truc, je trouve que la pression, elle est vachement plus sur l'attaquant, moi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est toi qui prends les décisions et c'est l'autre qui réagit. Alors tu peux être proactif, on le dit tout le temps, quand t'es défenseur, tu peux forcer le gars à faire des choix et on verra s'il est assez fort pour s'adapter. Donc t'as raison, on va pas attendre Rudy à 30 points et 20 rebonds, c'est pas du tout la question. Par contre, on l'attend à avoir de l'impact sur Nikola Jokic. Et avoir de l'impact, c'est pas le limiter à 15 points, c'est être capable dans des moments importants de faire le contre, de faire enfin, tu vois ce que je veux dire. Le basket est un sport de chiffres, on est souvent, et d'ailleurs, il y a des mecs qui viennent te dire, oh, t'as vu le match hier et tout. Non, en fait, il a juste regardé le box score. Et avec le box score, le basket fait en sorte que tu peux, des fois, parler. Ouais. Mais là, tu parles d'impact. Et t'as raison. Et dans les playoffs, moi aussi, il souffre. Et parce qu'il va souffrir comme tous les défenseurs du monde sur Nikola Jokic. Mais si, sur une fin de match, il arrive à gêner deux trajectoires de Jokic qui lui fait rater un tir et que ça fait gagner un match, c'est ça aussi avoir un impact. C'est aussi ça avoir un impact. C'est très important. Il y a un truc qui me fascine dans cette confrontation, c'est que les Nuggets sont un 5 majeur très, très, très fort. Le banc est moins fort que la saison dernière. Ce qui montre que peut-être les Nuggets sont potentiellement moins forts que la saison dernière. Ouais. Par contre, le 5 majeur, pour moi, il est plus fort que la saison dernière, avec notamment un mec, c'est Michael Porter Jr., qui apporte un plus qu'il n'y avait pas l'année dernière. Ouais, clairement. Qu'est-ce qu'il y a? Mais les mecs, sa force mentale, là. Alors. Faut l'étudier, ce mec. Parce que. Très bien taille là-dessus, très très bien. C'est une dinguerie, quand même, là, ce qui se passe avec sa famille. Et le mec joue quand même à un niveau, quand même, on dirait que. Tout ça va bien. Tout va bien. Alors, je vous refais ce qui s'est passé. Bon, il y a des trucs qu'on sait, mais il y a des trucs qui sont sortis il y a 2 jours. Donc, Jontay Porter, banni de la NBA, son frère qui était aux Raptors, donc qui a monté un réseau de gambling, de jeux, donc forcément, il était banni de la NBA. Coban Porter, son autre frère, qui lui a eu un accident de la route, il a tué une femme, il a pris 6 ans de prison, le mec. C'est en avril, donc il y a quelques semaines. Et là, on a appris que leur petit frère, Javon Porter, qui est à la fac, il a conduit bourré, il s'est fait attraper, le mec. Donc là, il y a la famille Porter, elle est dans une crise exceptionnelle. Pendant ce temps-là, il y a Michael Porter Jr. qui fait l'une de ses meilleures séries de matchs de son histoire. Il a été exceptionnel contre les Lakers. Heureusement qu'il a, sinon c'est plus la famille Porter, c'est la famille Malheur. Hein. Ouais. Non mais c'est bien que tu dis ça parce que j'ai pas souvenir d'entendre des histoires et pourtant on en a entendu. Hein, Thomas. Mais là, les mecs qui font des dingueries là, les frères Porter. Il y a le côté, et t'as raison, de gérer ça pendant une période aussi importante que les playoffs. C'est quand même une force de caractère assez incroyable. Pour revenir sur le basket avec Michael Porter Jr., l'année dernière, on se souvient que les Nuggets sont champions, mais souvent, on en entendait un petit peu plus de Michael Porter Jr., qui parfois se contentait un petit peu d'avoir des tirs ouverts et de les prendre simplement. On avait envie d'un peu plus. Cette année, on a clairement beaucoup plus de la part de Michael Porter Jr. Tu trouves dans le jeu? En tout cas, je trouve que juste plus adroit, plus efficace. On parle d'impact. Non, mais je trouve qu'il y a un peu plus de coupe, que même défensivement, il est un petit peu plus impliqué sur du rebond. Il a toujours été super rebondeur. Moi, je trouve que c'est Michael Porter Jr. Il est plus fort que l'année dernière, quoi. Tu peux me dire, voilà. Parce qu'il a un an de plus. Parce que il y a un run de playoff en plus, que c'est l'année d'après, et que, disons-le très honnêtement, c'est un joueur de très grande valeur. C'est un gars, je vais pas vous refaire la Jordan Poole, mais si un jour il était première option, on peut imaginer qu'il soit à 26-27 points par match. J'ai pas de souci avec ça. Tu te rends compte les espaces qu'il a? Il y a Porter, il y a Jokic, il y a Murray,
Et il y a Michael Porter Jr. qui a des grands tirs à l'opposé tout seul. Bah ouais, pour lui, c'est plus simple. Pas simple de les mettre, mais simple de les prendre. Parce que quand les Lakers, alors oui, il y a eu 4 ans, mais il y a eu un nombre de money time et de moments où les Nuggets ont été dans une merde noire, et c'est souvent, quasi toujours lui, qui a mis des grandes filoches. Alors pas pour faire gagner les matchs, c'était Murray, mais pour rester en vie et pour recoller. Et ça n'empêche de ce que je viens de dire. Là, je te parle de tactiquement. Il est très fort. Moi, c'est le facteur X. C'est pour ça que je pense que c'est la meilleure équipe du monde. C'est que leur troisième joueur, il faut toujours regarder qui est le troisième joueur. C'est pas Tobias Harris, là. Là, c'est un mec, mon gars, qui enchaîne, qui a des coups de chaud, qui est capable de prendre des tirs, mais même parfois à contre-courant, contre-rythme, et les mettre avec la faute, le tir contre les Lakers avec la faute. C'est ça qui fait basculer des séries. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je les mets favoris, parce que les autres, je suis pas sûr qu'ils aient une troisième force comme ça. Tom, tu peux me remontrer le tableau du 5 majeur, s'il te plaît, des Nuggets, parce qu'on est allé sur Michael Porter Jr., mais ce 5 majeur, il est monumental. KCP, l'expérience, 8,4 points avec de la défense. Aaron Gordon, moi aussi, j'ai l'impression qu'il est plus fort que la saison dernière. Oui. On peut me dire ce qu'on veut. Après, moi, je pense qu'ils prennent en confiance. Ils sont dans un momentum. La champion, ça change la donne. Ça change la la donne. donne. Confiance. Bien sûr. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont la sensation d'être inévitables. Par contre, le banc, il est un peu plus short stack. Christian Brown donne des bonnes minutes. Peyton Watson donne des bonnes minutes, mais on est quand même loin de ce que faisait Jeff Green, Reggie Jackson, Bruce Brown Jr. Le Reggie Jackson est encore sur le banc. Clairement. Par contre, alors, dans la victoire en saison régulière, alors c'est marrant que tu te parles de ça, mais il gagne parce que Christian Brown a un coup de chaud extraordinaire des dunks et tout, et que Peyton Watson, il fait 5 contre ou 6 contre. Vous vous en souvenez sur Nasrid, même sur les tirs à 3 points. Ces deux gars avaient été ultra importants dans cette victoire de saison régulière. Donc, on va leur souhaiter à eux de répéter ce type d'effort. Et il va certainement falloir ça parce que regardez, de l'autre côté, les Timberwolves, il y a une profondeur qu'on n'a pas chez les Nuggets. Tout champion NBA soit-il, il y a une profondeur, Thomas, qu'on ne retrouve pas chez les Nuggets. Il y a quand même 7 mecs qui pèsent chaque fois qu'ils rentrent. Et sachant qu'ils ne peuvent pas compter sur Kyle Anderson, qui est leur créateur de sortie de banc. Ouais, franchement, leur 5 est très fort. Il n'y a pas de doute. On connaît maintenant, il y a une vraie alchimie, il y a une vraie hiérarchie. Beaucoup de crédit à Jalen McDaniels qui peut être le game changer pour eux. On a vu le match à 25 points. On voit surtout sa défense. Faudra défendre face à Jamal Murray ou face à Michael Porter Jr. Et ben, il y a un client là. Tu rajoutes à ça Nasrid, meilleur 6e homme de l'année. Tu rajoutes à ça Alexander Walker, qui a été exceptionnel sur ce premier tour de playoff. Ils ont une vraie bonne équipe. On le découvre pas là, mais on va devoir aussi découvrir dans ce round de playoff de savoir si eux, comme les Lakers par exemple, vont pouvoir suivre le rythme sur 48 minutes de cette équipe des Nuggets. C'est ça la grande question en fait. Parce que les Nuggets, il y a des moments de bas et tout, mais ils vont toujours faire ce run qui vont leur permettre soit d'être à plus 20, soit de revenir de 20 points. Est-ce que les Wolves, avec leur profondeur, avec leurs atouts et leur inexpérience aussi de ce niveau-là et de ce niveau d'adversité, est-ce qu'ils vont être capables, tu vois, je te pose la question, est-ce que tu as l'impression qu'ils vont être capables de suivre 48 minutes au moins 4 fois pour gagner? On ne sait pas parce que c'est une équipe qu'on va découvrir à ce niveau-là. Donc, honnêtement, on peut spéculer et on est là pour ça et on adore le faire. Donc, mais tant qu'on n'a pas vu, on peut pas savoir. Moi, j'ai envie de croire que oui. Parce que, et je l'ai dit déjà avant les playoffs, moi, leur saison régulière, c'est pas juste qu'une bonne saison régulière. Ils ont mis des choses en place que pour moi, tu peux transgresser en playoffs. J'ai vu des attitudes, j'ai vu des choix tactiques, j'ai vu des attitudes individuelles où je me dis, ça, c'est déjà des attitudes pour moi de playoffs. Donc, j'ai envie de croire qu'ils peuvent jouer les Nuggets yeux dans les yeux, les battre. Peut-être pas cette année. Certainement pas cette année, mais pour moi, cette équipe, elle a bâti des choses que tu peux transgresser assez rapidement en play-off. Ils l'ont montré face aux Suns, mais c'est pas le fait de battre les Suns, c'est surtout de les balayer qui me confond dans cette idée-là. Ouais, mais on est faussé. Les Suns, à un moment, on en a parlé. Non, mais ils leur mettent 4-0, Kevin. Ah oui, ils vont pas emmerder 4-2, ils leur mettent 4-0. Je suis d'accord, mais les Suns, à un moment, je te dis, quand tu joues avec 4 postes 2 sur la même séquence, à un moment... C'était pas leur problème, ils les ont sweepés. Oui, c'est ça que je te dis. C'est pas leur problème. Mais tu peux remettre quand même en perspective l'adversité. Ça, je vais pas vous apprendre à vous, basketteurs, que quand tu joues contre... T'es un joueur de N1, tu joues contre une N3, je peux te dire que tu peux mettre tout en place. Attends, et quand tu joues par contre une équipe de Pro A, tu peux rien mettre en place parce que l'adversité est telle. Je dis pas qu'il y a un écart de Suns Nuggets, mais j'ai mal bégayé. J'ai du mal à imaginer. J'ai du mal à voir cette équipe de Minnesota sans rayer. Je pense que Denver. On verra s'il y a 2-0 après 2 matchs, on en reparlera. Je pense que non, mais après tu peux être mené 2-0 et t'es bien placé pour le savoir contre les Nuggets en jouant un bon basket. Je te dis simplement que je vois pas cette équipe-là être dépassée par l'enjeu. Maintenant, après, il y a des fins de match. On sait que si tu vas dans un money time face aux Nuggets, avantage Nuggets, c'est une galère. Même si t'as Ant dans ton équipe, jouer un money time face aux Denver Nuggets, c'est une brave galère. C'est pour ça que moi je vois Denver passer, mais je vois Minnesota clairement pouvoir jouer 4-2. Je vois 4-2 pour Denver. 4-2, ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air très correct, ouais. Moi j'espère un match 7 parce qu'on aime les séries longues.
Je crois que les Nuggets ont l'avantage sur tous les trucs importants de playoff. Ils ont le meilleur joueur du monde. Ils ont plus d'expérience. Ils ont un coach qui a de valeur, qui a montré. Et l'autre, il est blessé. Et que Chris Finch, clairement, il s'est pété le tendon rotulien. Le gars, il se fait opérer. On est tous d'accord quand même que imaginez que le coach ne soit pas en bord terrain, parce que là, Je sais pas comment ça va se passer. il va arriver en fauteuil roulant, genre Chris Finch. Je sais pas. On peut imaginer que le gars ne puisse pas coacher son Après, équipe les- en cours de match. Après, les coachs, il peut rester assis quand même. C'est là quand Enfin bon, ton si tu- truc il remonte là. Ouais. Mais- C'est la merde. Hein. Attendez, ton dur rotulien, t'es à Colatréoli. Hein. Enfin, Non, tu peux marcher. tu peux marcher direct après l'opération. Pas marche. Pas, Opération, là, il s'est fait. pas- ouais, Il tu fera peux pas le marathon de Boston, quoi. Ouais, mais- voilà, quoi. Mais tu peux. Ça va, tu vois, tu peux. Ok, bah j'espère pour eux. Hein. Apparemment, c'est plus de peur que de mal. Honnêtement, c'est pas le fait que ça remonte. Il y a plus de tendon qui tient, donc ça remonte. Pas de bonne nouvelle, quoi. Mais c'est clairement pas une bonne nouvelle. J'ai un ami qui s'est fait ça. Mais c'est derrière, tu peux récupérer vite, Bon, tu vois. écoute, J'espère que ça aura pas d'impact, Bon. ce sera terrible. Moi, je vais te dire, hein, en playoff, quitte à ce qu'il y ait un blessé, je préfère que ce soit un coach qu'un joueur. Parce qu'il y a trop d'équipes Totalement. où il y a des blessés et ça change tout. Là, au moins, le coach, voilà. Oui, c'est sûr qu'il n'allait pas rentrer sur le terrain pour apporter sa défense. Exactement. On va voir les cotes Winamax parce que ça va être intéressant aussi à suivre tout ça, de voir les cotes pour ce match 1. Et évidemment, les Nuggets qui sont favoris avec une cote à 1,52 et Minnesota à Mais 2,45. tu remarqueras, Erwan, un truc très intéressant, c'est que un peu comme toi, dans ta tête, il y a 52% des parieurs qui ont voté pour les Nuggets, donc 48% en faveur des Wolves. Donc au-delà de la cote, il y a une vraie incertitude dans l'opinion des joueurs là sur qui va gagner le premier match. Ça, c'est intéressant. Ouais, mais leur premier tour, Honnêtement, là- vas-y. leur premier tour, ce qu'a fait Karl Anthony Towns, ce qu'a fait Anthony Edwards, ça aussi, ça peut faire travailler les parieurs. Ouais, ok. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai envie de croire en Rudy. Sinon, pour moi, je pense qu'il y aura 4-0. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est C'est pour voir. dire. J'ai envie de croire en Rudy parce que je pense qu'il peut être un game changer. Il peut faire les choses. Pourquoi Anthony 4-0 Edwards, Pourquoi tu dis 4-0 en face des Nuggets, tu veux parce dire que je pense que le basket des Nuggets est au-dessus et qu'il est pas stoppable. Il y a un monde pour toi où les Wolves ne prennent pas un match dans cette série. Non, mais c'est intéressant, Oui, franchement. pour moi, je pense. Ok. Mais j'ai envie de croire en Rudy, donc 4-2, je pense que c'est correct. Ok. Mais c'est cool. je pense qu'il y a, au fond de moi, si je suis honnête, je pense qu'il y a 4-0. Il y a un truc Oh, intéressant. ouais. On parle de Jokic, et je voulais le faire, je l'ai noté, j'ai oublié de vous le demander, mais je vais absolument vous le demander. Est-ce que on a déjà vu une équipe autant armée en taille face à Nikola Jokic? Non, comme ça, si on pense en tout cas, depuis qu'ils sont, depuis l'année dernière. L'année dernière, non, c'est sûr, de toute manière, c'est l'équipe la plus grande de la NBA. Ils ont 3 babards à 2m10, Nasrid, Karl Anthony Towns, dont on n'a pas du tout parlé, ce sera intéressant d'avoir votre avis là-dessus aussi, et Rudy Gobert. C'est vrai que quand il domine, Jokic, il est grand. Quand je dis qu'il est grand, c'est qu'il donne l'impression d'être grand et balèze. Tous ces rebonds Oh là offensifs là. qu'il prend. Est-ce que là, avec Rudy, avec Karl Anthony C'est Towns, l'enjeu de la série. Voilà. Ils doivent les démonter sur le rebond. Ils ont démonté les Suns. C'est ce qui leur permet d'être beaucoup plus forts. S'il y a match sur le rebond, pour moi, les Nuggets vont gagner. Donc il est là aussi le bras de fer. Et là, Towns, il va être hyper important parce qu'Aaron Gordon, il va lui rendre. Il y a tout pour qu'il se fasse échapper. Towns. Aaron Gordon, il est plus petit. Par contre, je peux te dire Oh que là Towns, là qui aime là. bien trop large, là, il va l'envoyer dans son camp. Hein. Et j'espère qu'il va pas regarder ce qu'a fait Anthony Davis quand il a attaqué sur Aaron Gordon, parce que l'autre, il va lui rentrer dedans. Donc l'autre enjeu, tu vois, je parlais du troisième joueur, Towns doit être à 20 points par match, il doit être souverain, il doit amener du spacing. Si Towns n'est pas très fort, je dis bien très fort, Bien sûr. ils n'auront aucune chance. Ça marche aussi pour le dernier match-up du 5, c'est Mike Conley face à Jamal Murray, on n'en a pas parlé là, mais Mike Conley, qui a fait des matchs un peu haut et bas, qui a de l'expérience, qui est un bête de joueur, il va devoir se coltiner. Jamal Murray, certes un peu blessé au mollet, mais qui est le mec le plus incroyable de l'histoire dans les playoffs quand t'es pas All-Star. Donc voilà, tu vois, il y a tellement de match-up intéressants là-dedans, et quand j'y vais comme ça en fermant les yeux, pour moi, il y a beaucoup d'avantages à Denver sur les match-up. Pour moi, tu vois, Mike Conley, on va jamais lui demander de gagner son match-up face à Jamal Murray. Par contre, on va lui demander d'amener de la justesse, de l'intelligence. Moi, c'est ce que fait d'ailleurs Mike Conley. Donc, tu vois, j'aime ces match-up où, pour moi, évidemment, Jamal Murray est aujourd'hui un meilleur joueur et il n'y a pas débat. Mais par contre, tu peux perdre un match-up, mais comment tu le perds? Tu le perds comme ça ou tu le perds comme ça? Et ça peut, là aussi, changer beaucoup les choses. De toute façon, on l'a dit, hein, Passionnant. Rudy Jokic, Kat, Aaron Gordon, Anthony Edwards, KCP. Les deux juniors. Les deux juniors. Vraiment, ça va être fantastique comme série. On le rappelle, samedi, 22h. Avant d'aller dans la palette, parce qu'on va parler d'une autre série qui nous passionne aussi, on va faire un petit message avec notre partenaire Winamax, comme d'habitude. Pourquoi tu fais cette tête? J'espérais que tu lances un nouveau PAD avec moi, je suis ravi. Du coup, c'est le troisième. C'est vrai que ça fait 3. Ça fait 3. Wow, je suis bien mis en valeur. Hein. Bravo Thomas. Là, tu viens d'apprendre. Oui, tout à fait. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax.
En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Allez, avant de se lancer dans la palette sur le tir de Tyrese Maxey, dont je ne me suis toujours pas remis, on va aller sur le sondage et les commentaires. Comme chaque mercredi, on vous a posé une question simple. Nuggets Timberwolves, qui va remporter la série? Et voilà ce que vous avez répondu, ou c'est serré quand même, hein. Vous avez répondu, incroyable. Minnesota. Ah oui, quand même. Minnesota. Et alors, ça va dans le truc de ce qu'on a dit sur les paris. Moi, je pense que c'est serré, plus que ce qu'on pouvait imaginer, alors, évidemment, en début de saison. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, je vois le champion en titre quand même, pour les raisons qu'a évoqué Kevin, avec un basket d'attaque tellement dur sur une série entière à contester. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir vos votes là-dessus. Et puis, c'est surtout intéressant de voir vos commentaires, Thomas, on va enchaîner. Allez, c'est parti avec Contador Chelsea. 4-2 Wolves, équipe construite pour gêner Jokic au maximum. L'an passé, victoire de Denver 4-1, mais adversaire le plus coriace, c'est le Bruce Brown. Et en comparaison par rapport à l'an passé, Denver, Bruce Brown et Jeff Green en moins. Minnesota, Jaden McDaniels et Nasrid en plus. C'est la théorie que les Nuggets sont moins forts que la saison dernière. Et que Minnesota est meilleur du coup. Alors, clairement, ça on le savait. C'est un bon argument. Ça make sense. Alexis Breton nous dit les Nuggets en 6 ou 7 par expérience du titre, duo Murray-Jokic sans oublier la paire Gordon et Porter Jr. Les Wolves ont de vrais arguments avec Ant-Man et de la matière à opposer à Jokic à l'intérieur, mais marche un peu haute pour eux cette année. Bon, c'est un petit peu tout ce qu'on a. Oui. Ces deux commentaires très bons d'ailleurs résument un petit peu tout ce qu'on a dit, hein, les forces d'un côté, les forces de l'autre. Mais moi, il y a un truc. C'est l'expérience, et pour le coup, aller côté Denver, c'est pour ça que je vois nos amis de Nuggets s'imposer 4-2. Thomas, toi aussi, tu vois les Nuggets? Ouais, j'avais dit 4-2, ouais. 4-2. Kevin, toi, les Nuggets aussi, 4-0. 4-1. Il est gentil, il en rend laisse un, Kevin, au Timberwolves. Nous, il nous en a pas laissé. C'est Tyrese Maxey, au Madison Square Garden, et on va revenir sur ce tir exceptionnel avec la palette. Les Sixers étaient au bord du gouffre, au bord de l'élimination, menés de 6 points à 30, un peu plus de 30 secondes de la fin au Garden. Mais 28 secondes. Mais Tyrese Maxey en a décidé autrement. Josh Hart aussi, mais voilà. Et donc, Thomas, on va, avant de se replonger dans ce match-là et dans la suite de la série, on va revenir d'abord sur ce dernier tir pour l'accrocher à la prolongation. Tir exceptionnel qui va clairement rentrer dans l'histoire des playoffs. Ouais, absolument, qui suit déjà un premier tir fantastique avec la faute, on s'en souvient. C'est important. Marché! Énorme marché. Mais en NBA, on a tous les droits. Allons-y tout de suite. Il y a qu'une seule action, qu'une seule image. On va quand même s'en délecter ensemble. D'abord, comme toujours, l'action à vitesse réelle. Une petite remise en jeu de Nico Batum, le numéro 40. Et ça va aller très très vite. Hein. Bien sûr, 3 points d'écart. Vous l'avez tous vu. Ça va, il est juste à côté du panier en tout cas. Allez, on y retourne au début de l'action. Avec donc ce lancer franc de Josh Hart, marqué 1 sur 2. Hein. Il reste 15 secondes, 3 au chrono, plus 3, New York Knicks. Vous avez vu aussi les temps morts, hein. Il n'y en avait plus pour Philadelphie. On va focus Deuce McBride qui défend sur Tyrese Maxey, qui coupe la première place. Hein, toujours important. Bon, finalement, l'entrée en jeu va être assez facile avec Joel Embiid qui est resté pour aider son meneur de jeu. Le démarquage, assez simple, finalement, Deuce McBride ne le suit pas. Tyrese Maxey a tout le terrain à remonter pour tenter d'aller égaliser. Et donc on va aller sur cet écran très 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 haut de Joel Embiid. Deuce McBride va suivre derrière l'écran. Mitchell Robinson est assez loin de lui, point d'interrogation, et Erwan reviendra là-dessus. Tire du logo, là pour le coup, vraiment du logo, c'est pas usurpé, et énorme filoche pour égaliser, prolongation ensuite, et victoire de cette équipe des Sixers qui donc, avec 7 secondes, il reste encore beaucoup de temps, c'est vrai, eh bien, va s'imposer dans ce 5e match. Erwan, il y a beaucoup de trucs à dire, j'aimerais que tu nous donnes ta vision, je donnerai la mienne après, tu nous diras toi ensuite, si tu veux. Moi, la vision côté Sixers, c'est que Tyrese Maxey est un joueur extraordinaire, qui fait une série fantastique. Côté Knicks, c'est que c'est lamentablement défendu, catastrophique. C'est que aujourd'hui, moi, mettre des tirs du logo, les joueurs de plus en plus sont capables de le faire. C'est pas une surprise. Je trouve que l'intention de McBride de le couper Maxey du ballon au début sur la remise en jeu de Nico, elle est ok. Le démarquage de Maxey, il est beaucoup trop facile. Quand Joel Embiid vient poser son écran sur McBride, qu'est-ce que fait Mitchell Robinson à faire un drop coverage alors qu'il reste 8 secondes et que t'es à plus 3?
Moi, il doit être collé à Embiid sur le pick and roll. Ça doit prise à 2 ou switcher. On doit obliger pour moi Maxi à aller dribbler dans un coin et prendre un tir fou. Il prend un tir fou, mais sans contestation. Et aujourd'hui, les joueurs de ce niveau-là, les Knicks, réveillez-vous. Les joueurs sont capables de le mettre. On en parlait hier, c'est pas comparable à Lillard parce qu'il est dans un dribble, il est dans son truc. Mais pour moi là, ça va très vite certes. Mais t'es à plus, si tu fais pas faute en NBA à +3 et qu'en plus derrière, t'es pas capable de mettre la pression des mecs, donc en fait, ces fins de match-là ne t'appartiennent plus. Moi, je pense que les Knicks auraient dû tous monter d'un mètre, que McBride, il doit pas laisser Maxi aussi facilement se démarquer, que Mitchell Robinson, il doit être collé au pic d'Embiid, même si c'est milieu de terrain, pour au moins, peut-être pas faire ses packs, mais pour au moins, sur la latéralité, être avec lui, le gêner. Là, pour moi, il prend un tir sans contestation, plein axe du cercle. Voilà, museau bien fait. Bon, ce qui est sûr, c'est que je pense que tu as raison sur pas mal de trucs. Il y a une espèce de fluidité dans cette action qu'il ne devrait pas y avoir dans une dernière action. Voilà, il y a oui, il a dit beaucoup de choses. Il y a une fluidité. Ça me touche en plein cœur. Moi, je trouve que c'est sûr, j'ai vraiment la sensation, c'est pour ça que Kevin, ton avis va être intéressant vu que tu es un pivot et que tu as joué en NBA. Moi, mon avis sur cette action, c'est que ils se font avoir au mieux par de la naïveté, parce que tu as raison. Tout aurait pu être plus dur. C'est vrai. Mais ils se font surtout avoir parce que c'est une action hors du commun. Vraiment hors du commun. Les Sixers font un truc très intelligent. Normalement, ces écrans-là, ces pick and roll, on sait qu'ils sont beaucoup plus bas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mitchell Robinson, il est pas sur Embiid. Ça n'a aucun sens d'être en overplay sur Embiid. Ce qui lui permet pas derrière d'enchaîner, pourquoi pas avec une trappe, une prise à 2 ou être plus haut sur Tyrese Maxey. Moi, ce que je vois, c'est que la prise de risque de Tyrese Maxey, elle est acceptable pour la défense des Knicks dans un dernier moment. Tu veux prendre un tir du milieu de terrain, t'es capable de le mettre. Je dirais jamais que c'est un bon tir parce que les gars sont trop forts, mais c'est pas un mauvais tir pour cette défense-là. Il est tellement dur le tir, il va le tirer 5 fois, il va en mettre qu'une seule fois. Donc oui, pour être un petit peu plus haut, Mitchell Robinson, il est pas sur la ligne des lancers francs, il est à 1 mètre devant la ligne à 3 points. Donc, mais moi, pour moi, il doit pas être 1 mètre devant la ligne des lancers francs. Même si, moi, je voudrais qu'il soit collé à Joel Embiid et que sur l'écran, quand Tyrese Maxey utilise l'écran, qu'il puisse au moins latéralement, parce que sinon tu fais faute, latéralement l'accompagner. Ça aurait été la défense parfaite, canapé, nous on en parle. Le problème, c'est que c'est une dernière action, ça vient d'un lancer franc, il y a pas un temps mort, t'es pas en place, l'action est fluide. Mitchell Robinson, t'as vu où il est? Tu peux pas lui demander plus. Voilà. Alors vas-y maintenant, dis-nous. Je pense que Mitchell Robinson, je pense qu'il a fait une très bonne défense. Mais moi aussi, je pense. En fait, Maxey, déjà, il a un premier paquet extra. Je pense que s'il est avec Embiid, il peut prendre l'écran et il peut sur un... on a reçu un appel. Je crois que c'est Tyrese Maxey. T'imagines? Allô, Tyrese. Je suis pas d'accord avec toi. C'est incroyable. Pas encore, les gars. Bah, vas-y, dis-nous alors. Dis-nous ça. En fait, je pense qu'il a fait une bonne défense. Parce qu'en fait, s'il est avec Joel, il prend le risque que Maxey, à un moment, passe, en fait. Et qu'il soit totalement battu. Il est rapide, hein. Il est vrai. Ah non, mais si on l'oblige à dribbler. Maintenant, moi, où je pense que l'erreur a été commise, c'est le numéro 2 qui le garde. Je pense que dès le début, presse, il prend pas la balle facilement. Il la reçoit pression. Là, on est d'accord. L'écran arrive, tu lui rentres dedans et tu passes avec l'écran. Et je pense que là, on est maintenant dans un truc où là, peut-être que Robinson, il voit au loin que il est en retard. Automatiquement, tout le monde remonte. Okay. Et je pense que c'est là que l'erreur, elle a été commise. Mais ça fait partie des erreurs. Moi, les erreurs, je ne cible pas que Mitchell Robinson. Je cible aussi Juice McBride, qui pour moi coupe la première passe très bien. Sur la deuxième, c'est beaucoup trop facile. Il n'empêche que, pour moi, c'est une bonne défense, mais c'est une bonne défense. Si on est au milieu du 3e quart-temps, c'est une bonne défense. Bravo l'attaque. Mais là, le contexte, messieurs, on est sur une fin de match, t'es à +3. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire qu'un mec qui tire à 3 points? Il tire pas à 3 points, il tire à 2 mètres avant la ligne. Il est loin. Tu sais, moi, j'aurais été tout à fait d'accord avec toi s'il restait 5-6 secondes en moins. C'est-à-dire que là, il reste 15 secondes au début de l'attaque. C'est pas comme s'il en restait 5 où il était obligé d'être dans l'urgence. En fait, il prend un tir qui est complètement à contre-courant. S'il rate ça, qu'est-ce qu'on va dire? On dit, mais pourquoi tu prends ce tir à 15 secondes de la fin, enfin à 8 secondes de la fin, alors qu'il est loin, t'aurais pu faire un autre truc. Tu vois ce que je veux dire? La prise de risque est telle qu'elle est acceptable pour la défense des Knicks. Tu lèves le doigt parce que je veux la parole, parce que dans ce débat, c'est passionnant. On a aussi affaire, tout est histoire de contexte. Pour moi, le contexte de cette fin de match, le temps, le +3, tu te dois d'être 1 mètre plus haut. Oui, il est haut, il doit être plus haut. Pour moi, je te dis, il est sous le cercle de... pour moi, il doit être avec Joel Embiid sur le pic. D'accord. Ça, c'est le contexte de cette fin de match. Le contexte de la série, c'est que le match 2, tu dois le perdre parce que les arbitres, ils sifflent de la merde et mine de rien sur son marché, ça rééquilibre les choses et c'est pas plus mal. Mais sur le match 2, qui c'est qui te détruit
sur des tirs fous. C'est Tyrese Maxey depuis le début de la série. Tyrese Maxey est dans la prise de risque maximum et il est démonte. Alors, évidemment que si c'est Tobias Harris ou si c'est Nico, il va pas m'en vouloir. Si c'est Nico qui monte la balle et qui tire de là, je fais bon. C'est Tyrese Maxey, tu sais qu'il va faire ça. On le connaît. Il est où le scouting des mecs? Il est où le truc de je connais les mecs, je sais ce qu'il va faire. Moi, monte-lui, fais-lui rajouter 2 dribbles parce que au plus il dribble, au plus le tir qu'il va prendre derrière, il est compliqué. Là, il sort, il prend 2 dribbles, il met un dribble même pas, il est dans ses appuis, il est dans son rythme. Moi, c'est un tir extraordinaire, un tir légendaire de playoff. C'est une mauvaise défense. À partir d'où? Parce qu'en fait, maintenant, tu vas demander un intérieur est efficace où en défense? Rudy est efficace où en défense? Rudy est efficace dans le périmètre ou Rudy est efficace dans la raquette? À un moment, je veux savoir où il est fort. Donc je me dis que surtout si lui, je le fous au milieu du terrain, je sais pas si c'est un si bon défenseur que ça, maintenant. Attends, je te pose une question, mais t'aurais préféré, toi? Non, mais est-ce que t'aurais préféré? Franchement, c'est passionnant, parce que là, on parle vraiment purement et simplement de tactique sur une action, ce qui est en fait, mais voilà. Ce qui a pas de sens. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est, admettons qu'il soit plus haut. Et que Mac Brown, on a bien compris qu'il changeait pas, il suit son gars. Donc Mitchell Robinson le suit aussi, donc ils sont à 2. Et Embiid pop, petite passe à terre, tes jeux, t'aurais préféré cette action-là? Oui. Avec le... Ah ouais, bah non. Attends, il fait alors attends, faut savoir. Le pick and roll, il est très haut, donc s'il pop, il est au niveau de Spike Lee, donc ça va aller, hein. Non, parce que si on va dans ton idée, Mitchell Robinson monte, donc il prend pas ce tir-là, mais par contre, il le transperce, et donc il y a 2 mecs, et il y a Embiid qui est derrière. Il reste tellement longtemps. Et donc, tu aurais eu un tir, mais fauteuillasse pour Joel Embiid en tête de raquette. Là, tu m'aurais dit mauvaise défense, j'aurais dit oui. Bah, bien sûr. Wow, tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, alors. Mais il serait passé quoi? Il y a pas de rotation. Je prends aussi tes arguments de c'est la fin de match, il y a plus de temps mort, ça va très vite. Joel Embiid, il est quand même struggle dans l'adresse sur ce match-là. Je vais être encore plus clair. De tous les mecs sur le terrain, je veux qu'il y ait un mec qui shoot pas ce tir-là, c'est Tyrese Maxey. Et qui tire, c'est Tyrese Maxey. Donc, rien que pour ça, c'est une mauvaise défense. Mais c'est pas parce que c'est une mauvaise défense qu'on va enlever le tir, qu'on va enlever le tir et les baloches énormes de Tyrese Maxey. Moi, je suis sur un terrain, je suis coach, je suis Tom Thibodeau, je dis, là, il y a 5 Sixers sur le terrain, tout le monde tire, sauf lui. Sauf le 0. Eh ben, c'est le 0 qui tire. Voilà, c'est tout. Mais tu sais, t'as vu la situation que t'as donnée avec Embiid qui se retrouve. Le problème, c'est qu'il reste 7 secondes. Embiid, il la retrouve. L'aide va aider, le mec se retrouve tout seul. Ça aurait pu enchaîner sur plein de choses, en fait. Donc, c'est pour ça que je me dis que à 7 secondes, c'est là où c'est le temps vraiment qui change toute la donne. S'il reste il y a 9 secondes, 8 secondes. Tu sais qu'il n'y a pas Moi, je sais pas. S'il traverse et il y a un mec qui vient en aide, hop, Nico Batum à 3 points, on dirait mauvaise défense. Dernière question, parce qu'après, on va parler de la suite, et dites-nous dans les commentaires vos avis, parce que ça, c'est vraiment les débats dont on se régale. Qu'est-ce qui branle sur le drop coverage? Alors, t'as raison, hein, Rudy, on le veut dans la raquette, mais ça, c'est des principes défensifs sur toute une saison. Là, moins 3, 15 secondes à jouer. Moi, ton drop coverage, il a peur de quoi? D'aller prendre un layup? Je suis d'accord. Il a peur d'aller prendre un layup? Je suis d'accord. Et puis surtout depuis que Steph a changé les choses, je suis d'accord que aujourd'hui, les extérieurs, maintenant, la ligne à 3 points limite n'est plus la ligne à 3 points. Merci. Ils sont 5 en NBA pour le tu vois, 5, pas plus. Je suis d'accord. Ouais, il y en a un qui joue contre les Knicks. C'est pour ça que moi, je trouve très dur sur un dernier truc par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais les joueurs bossent. C'est spontané. Les joueurs bossent. Si pendant ton training camp et pendant toute la saison régulière, tu as bossé une défense, dans les moments les plus importants, tu vas faire ce que tu as appris et ce qu'on t'a demandé toute la saison. Si tu veux qu'au dernier moment, ils changent un truc qu'ils n'ont jamais appris, ça va amener d'autres dingueries. Donc, les Knicks mènent 3-2 dans cette série parce que pendant cette série et pendant la saison régulière, Mitchell Robinson, quand il n'était pas blessé, a défendu comme ça. Donc moi, encore une fois, ce n'est ni une mauvaise défense sur ce qui s'est passé et c'est encore moins une mauvaise défense par rapport au principe de base de cette équipe qui leur permet de mener 3-2 dans la série et donc ils ont 2 matchs pour finir. Et le très haut niveau, et nous à nos niveaux minables, c'était déjà aussi la même chose, c'est que il y a les principes défensifs de toute une année. Arrête de parler de ton niveau comme ça, arrête de parler de ton niveau. C'est vrai, je t'ai vu jouer au basket. L'Euroleague, Thomas, quand tu es meilleur que tu penses. Les 5 ans Thomas, souviens-toi le Final Four de Euroleague en 2004. Et ça veut dire buteur fantastique, tu numéro 8. Pour moi, t'as les principes et t'as les adaptations que tu fais dans des contextes particuliers. C'est un contexte particulier. Mitchell Robinson, le benet, t'as raison. Après, en plus, il est pas benet, il est plutôt sympa. Bon, bref, après, c'est des visions un petit peu, et peut-être que, bref, je trouve qu'il y a beaucoup, et puis je te dis, il y a Mitchell Robinson, mais pour moi, McBride, il doit rendre la vie bien plus compliquée aussi à Tyrese Maxey. Est-ce que t'as vu? Moi, ça commence là, en fait. Ouais, ça c'est vrai. Ça a toujours commencé. Voilà. On nous a toujours dit, moi, je joue avec les PC, quel que soit, ils te disent, ça
ça commence avec le meneur. Ah, Pour mais ça, c'est clair. Thomas, Mais- Thomas Hurtel, ils se sont pris des trucs incroyables parce que s'ils faisaient pas ce qu'il fallait faire, que ce soit Duško, j'ai vu Duško l'allumer, j'ai vu Pesic l'allumer. Honnêtement, c'est parce que ça commence avec le meneur. Toujours. Et moi, je pense que le meneur, Ça, il c'est aurait vrai. dû être dès le début Ça, collé c'est à vrai. lui. Tu vois. Ça, c'est vrai. Voilà. Non, mais le dernier truc que je veux dire, c'est que tu es la seule personne dans le microcosme, enfin, dans les observateurs basket, qui remettent en cause la défense des Knicks. Il y a Jacques Monclar aussi, hein. Eh ben, vous êtes deux, alors bravo. Voilà. Donc Dans ça le me monde, rassure hein. quand Mais c'est dans le Jacques en monde, général. Dans le monde, dans le monde. Salutations Non, mais à vous. d'habitude- Salutations à vous. Bravo, Jaco, et bravo. Il y a Jacques, parce que hier, on parlait avec Rémi. Hier, Comme par hasard, les hier- deux sont fans des Knicks. Mais attends, vous vous foutez de ma gueule. Hier, hier, on parlait avec Rémi. Je rêve. C'est pas objectif dans les rails, moi. Hier, on parlait avec Rémi et Rémi et Jacques Monclar, pour tout vous dire, ont eu le même débat et Jacques avait été plutôt de mon avis, ou moi plutôt celui de Jacques. Les mêmes sensibilités, surtout. Bref. La suite de la série, donc les Sixers se sont complètement relancés. Match 6, donc du coup, à Philly. Bon, si on peut appeler ça être à Philly, mais en tout cas, ça sera dans la salle de Philadelphie avec... T'as vu l'histoire? Vous avez vu qu'aujourd'hui est sorti que les propriétaires des Sixers ont acheté 2000 places et vont les redistribuer à des associations, à des urgentistes, à des gens pour les récompenser de leur soutien indéfectible aux Sixers. On en est là, j'ai jamais vu ça. Hein. Pour un match 6 de playoff NBA contre des rivaux, Normalement, ils t'as ont pas acheté les places pour mettre des gens tellement il y avait de fans des Knicks. La honte. La honte. Ouais. Vraiment la honte. Partout chez nous, frère. Après, tu sais que c'est 45 minutes, hein. Bah oui, comme c'est à côté. C'est à côté, Ouais, hein. ouais, Donc, ouais, c'est clair, c'est clair. Puis les Knicks, c'est les fans. Mais tu sais qu'il y avait déjà eu ces sorties. sorties-là. Tu sais que les Knicks avaient sweepé les Sixers en 89 en playoff. Il y avait Barclay, donc à l'époque, c'était Rick Pitino, le coach des Knicks. Et déjà, les supporters des Knicks avaient tout arraché à Philadelphie. Enfin, tout arraché au niveau du bruit, quoi. Et le backcourt des Knicks à l'époque, si tu me le trouves, grand bravo. Le bac des Knicks Ouais. en 89. Ouais. Wow. Mark Jackson, Rod Strickland. Ah ouais, Je suis tu l'aurais tombé- pu trouver je- en fait. Non, non, mais Omar bref, les deux en même temps, ouais, j'avais ouais, j'avais- Omar Jackson. C'est ça, vous faites quoi, les gars? C'est NBA TV, la nuit, vous signez ça? Vous regardez les classiques, ce truc? Qu'est-ce qu'on appelle ça la culture, gros? Arrête, c'est pas la culture, elle vient La d'où? suite de la série. Vous la prenez où? La suite. En un mot, j'espère. La suite de la série en un mot. le Les font Knicks, ou ils le font Knicks, pas, Knicks alors en 6, Knicks en 7, Sixers en 7. Sixers en 7. Sixers en 7. Waouh. Knicks en 7. Knicks en 7 à domicile. Knicks en 7. Knicks en Tu 7. m'étonnes. Non, mais je rêve. Ah bah oui, bah merde. Voilà, en tout cas, on se régale. On se régale d'ailleurs dans cette émission. Je me dis que c'est pas honnêtement, je me dis que c'est pas fini. Mais non, mais j'espère. Déjà, ma De toute 7e façon, match. c'est des équipes. Alors, on va le dire, on va finir ainsi. C'est des équipes tellement proches. Il y a eu un nombre de money time. Chaque fois, ça bascule par un exploit, par des coups de sifflet d'arbitre. Il y a plein de choses en tout cas, mais chaque fois, les deux équipes sont vraiment très proches. Bon. Ouais. On est bon? Oui. Beaucoup. Un bon jeu, hein. Je savais qu'en allant faire cette pète, on allait se régaler. Mais vraiment, dites-nous dans les commentaires, débattez, parce que moi, je comprends pas pourquoi on n'est pas plus haut sur ce tir de merde. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre tout le monde d'accord puisque c'est le moment du quiz. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et qui dit Kevin Séraphin dit c'est Patate top douce. extraordinaire. Extraordinaire setup. Ça va, Ah ouais, Erwan? Bah oui, ça T'es va, un peu loin de moi. C'est une première. Mais il y avait de la place, hein, pour Erwan, hein. Non, mais on est bien. Pour le canapé. On est bien. C'est le canapé qui a dit non. On dirait pas les frères Dalton. Tiens, reviens, regarde. Allez, salut, hein. Arrête. Ça m'arrange jamais ce genre de Ah ouais, comparaison. c'est pareil, le Erwan. Ça fait 199 quiz qu'on a fait, et Aymen est allé faire un petit décompte des résultats Ah bon des qui suis-je. Il s'est un peu fait chier, il a refait toutes les émissions. Sachez qu'il y a 30 qui suis-je vrai qui ont été trouvés par des invités. Il y a eu 10 qui suis-je qui n'ont pas été trouvés. Et entre Erwan et Thomas, c'est très serré. Erwan a trouvé 79 qui suis-je, Thomas 78. C'est Non, dingue. C'est vrai? Mais c'est complètement Alors, par dingue. contre, je viens de faire le calcul. Bravo, Erwan. Ça fait que 190, hein, mais. Non, je rigole. Je rigole. Peut-être. Aymen, t'es viré. Mais voilà, en tout cas, ça va Incroyable, être très attends, c'est serré. vraiment- Aujourd'hui, non, mais- tu peux recoller ou tu peux faire le break. Les C'est gars, quand même ça- fou. Non, c'est incroyable cette histoire-là. Les gars, vous avez de la bouteille. Et Kevin, c'est Ah, un fin voilà. temps. Ah, vous avez de la Kevin, bouteille, vous. t'en as deux. J'en ai deux, mais. T'en as deux. Oui, alors, C'est moi, j'ai extraordinaire. fait Dont un, J'ai fait c'était comme- Kevin Séraphin. Et tu lui as soufflé. Non, mais j'ai fait. Oh, ouais. J'ai fait combien de shows? J'ai fait combien de shows au total? J'en ai Putain, 4. Non, plus. Tu vois? Non, t'as un bon ratio. Les gars, on fait des pas petites vrai. questions rapides, des photos floutées Ah, pour parce que là, j'ai commencer. faim, là. Si je peux Et manger des après, on frites de va patates directement douces. sur le qui suis-je, puisque l'émission est bien grosse. Vous regardez là-bas, Aymen a flouté des joueurs et vous devez trouver qui c'est derrière. Oh là, c'est quoi ça? Voilà, on cherche la personne en jaune. Ah oui. Ah bah, il est très malade, hein, si c'est lui. Oh, la vache. Allez, On dirait c'est le méchant dans c'est Sin Arden City. qui se fait contrer. C'est pas du fait. Javel Magui. Non, regardez, Super dur. il y a des éléments. Regardez la main, par exemple, qui Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, c'est une belle main, voilà, pour vous aider un peu. Mais attends, c'est pas un montage, ça? Regarde, sa main, elle est énorme, là, non? Ah bah non, elle est énorme. On connaît. Bah attends, gros, c'est C'est incroyable. pas une main qu'il a, c'est une patate douce. On peut enchaîner.
Steph Curry. Mais Qui non. prend ce shoot Russell Westbrook. Eh oui, c'est Russell Westbrook. Ça, au qui a buzzer, éliminé là, les Nuggets. magnifique Ah tir. ouais, magnifique. C'est des shoots qui ont eu lieu. Victor. Larry Nance. Non. Larry Nance. Larry Nance. Ah ouais, Ah oui, énorme putain, Thomas. oh. Oh, vache, comme il est haut. Y a pas beaucoup de mecs qui. Ginobili. Ginobili, ah oui. Ouais, je me rappelle ça. Arden pas respecté Trop, dans trop ce bien. quiz, hein, visiblement. De contre. Ça, c'est. Oh là. Ce shoot sur LeBron. Oh, c'est quoi On ça est en 2016-2017. KD. KD, évidemment. Ah oui, 2010, oui. C'est la première 2010. année, ça, 2017. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup d'indices. Hein. Oh, Alex c'est qui Len, Thomas oh. sur Alex Len comme ça. C'est qui avait. J'ai vu. Qui... Un bon dunker. Je me rappelle qui. Jones. Anthony Edwards. Oh, Non. Non, une slam de Phoenix. Non, c'est encore les années. En fait, c'est l'année du premier quiz. Ah, on est en 2016 là. Ah, non, en 2016-2017. C'est important à Black préciser. Griffin. Non. Non. Attends, je C'est connais ce pour ça, dunk. lui-même. Je connais ce dunk. Attends, il est gaucher là. Non, il est droitier. Kenneth Farid. Il est droitier. Ah ouais, c'était pas- non, c'est pas il est Larry. plus fin, plus élégant. t'as dit déjà, Il a Larry, gagné des le gars concours de plus long. dunk. Zach Paul George, Paul Zach George. Lavine, c'est Zach Lavine. Ah, ouh là là. Ah, on est en 2016, c'est bien ça. Oh ouais. Magnifique. Kyrie. Alors, c'est la dernière photo. Là, c'est compliqué. Qui shoot sur Stephen C'est Curry? Kyrie, non Beau shoot belgisuel qu'on connaît bien. Nico Batum. Non. Hein Qu'on On connaît va- bien Ouais, on le connaît très bien. The fuck Bon, on va devoir révéler. Hein. Thomas Dufont. J'espère. Et non, c'est Arwan qui shoot sur la gueule de Stephen Il est Curry. venu gaucher, il est venu gaucher, Erwan, incroyable. Erwan, tu tires ma gauche comme ça pour faire tech, hein. Quoi, le montage, il est fantastique, bravo. Ouais, hein. incroyable. Shoot pour la gueule. Défends, Steph, un peu. Après le Final Four avec le Partisan, hop, Erwan en finale NBA, bravo. Avec En le canne, Pana, en tout cas. apparemment. Ah, c'est- En canne, en sortie de banc, toujours de l'énergie. On passe au qui suivent, les gars? Allez, vas-y. Comme ça, on se finit tout ça. Allez. Je vous rappelle 79-78 les C'est scores. incroyable, mais c'est un vrai score ou pas? Bon, je vous laisse. Ah oui. Moi, je vous laisse. Arrête, Je pourrais vraiment vous donner une chance. Réveille ton côté compétiteur. hein. Bah oui. Non, c'est des joueurs que t'as croisés en plus. Allez. Je suis né le 20 octobre 1992. J'ai donc 31 ans. Et je n'ai plus foulé les parquets NBA depuis 2022. Dans ma carrière, je ne serai jamais champion NBA. Pour autant, vous me connaissez tous. Mais mec, commençons par le commencement. Je fais ma scolarité dans 2 facs. La première, Mississippi State, une saison, de 2011 à 2012. Puis une deuxième fac, plus prestigieuse, 2013 à 2014, où je deviens un capitaine de l'équipe et un fort joueur, avec 16 points de moyenne, déjà une bonne adresse à 3 points, je suis un bon prospect, c'est pour ça que je me présente à la draft 2014. Je suis sélectionné en 23e position par le Jazz, qui voit en moi un bon potentiel. Et ce potentiel va se confirmer lors de ma saison rookie. Je ne Wes joue... Matthews. Non, je ne joue que 21 minutes, quoi. mais dès ma saison sophomore, je rentre dans le 5. 32 minutes de moyenne pour 14,5 points. Je suis dans la course au Maype une bonne partie de la saison. La saison suivante, pareil, dans le 5 aussi. Nous sommes désormais en 2017-2018. Gordon Hayward plie bagage vers les Celtics. Les rênes de l'équipe auraient pu m'être données. Hollywood. Rodney Hood, bien Ah, sûr, mais putain. cette année on draft Donovan Mitchell. Il y a du Qu'on connaît très très bien, Il va puisqu'on a du- partagé un repas avec lui dans un club. Il est où maintenant, lui? Il est Il joue out plus. of the Il joue NBA. plus. Depuis qu'il s'est fait le tendon d'Achille, en fait, il est jamais revenu. Il a fait 4 franchises là sur les. Ah putain, deux Rodney Hood, ça allait dernières vite. Hein. Ouais, ça allait. Rodney Hood. Ouais, là il allait aux Cavs. Attends, on parlait de draft Mais, 2014. non mais, là, je- l'énorme indice, c'était vraiment Gordon Hayward se barre, on Ouais. lui donne un peu les clés, on fait ah, Ils étaient deux, il y avait lui et... Donovan Mitchell. Non, mais bref. Rodney Hood, très bien. Rodney Hood, bien, tu reviens Mais 79-79. c'est incroyable cette Bon, c'est histoire. pas, c'est Pour pas la aujourd'hui que je 200e. passerai à 3. La prochaine, Kevin. Ouais, la prochaine. Ça allait vite, là. Il y a rien à faire. Hein. Moi, Non, je suis c'est pas- allé très vite. Attends. De toute façon, toi, c'est pas des qui suis-je qu'on veut que tu trouves. Toi, on veut que tu fasses des strike. Et ouais, terminé, je te dis. Mais tiens, mais termine, il a dit au revoir. Allez, on dis au revoir. l'a dit pour la libre. Non, on se retrouve toute la semaine. Suivez-nous parce qu'on est à Dakar. On va faire plein de vidéos là-bas sur place. Ça sera pas un first day show, ça sera pas une libre antenne, mais on fera des vidéos sur place en lien évidemment avec l'actu des playoffs. On vous oublie pas, vous inquiétez pas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc, restez branchés. Restez branchés. Ouais.